Même moi, en échangeant avec des marques, les marques elles m'ont dit c'est une galère pour trouver un photographe produit. Les entreprises qui avaient la vision, c'était les e-commerçants. Donc en fait, ça m'a encore plus conforté dans l'idée que faire de la photo produit et de la vidéo produit pour des commerçants, c'était le truc où il fallait aller parce qu'il y a personne, parce qu'ils ont besoin de contenu régulièrement. T'en as plein qui disent en fait, une opportunité, faut la saisir, faut être là au bon moment, faut avoir la bonne idée. Et en fait, tout est une question de timing, tu vois. J'achète l'appareil, j'achète un Ronin, j'achète un objectif, mais j'ai pas de lumière. Je voyais tout le monde qui disait ça, mais c'est vraiment la vérité et que la lumière et le son, c'est vraiment le plus important. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut faire de la création de contenu, t'as pas besoin d'un micro-cravate DJI pour avoir un audio correct. Et moi, ça me fume de rire comment, genre, du coup, je capte que les gens, en fait, qui font certains montages, ils sont tous sur téléphone. C'est impossible pour moi maintenant de monter sur un téléphone. Je montrais un peu les coulisses, j'ai parlé un peu de moi, comment je me suis lancé dans la photo, dans la vidéo, et là ça a pris un petit peu, ça m'a rapporté mes premières demandes de devis, mes premiers contacts, mes premiers échanges avec des marques. Ce qui est fou, c'est que ça me coûtait zéro, tu vois. Organique, hein. Organique à fond. Encore une fois cliché, la loi de Pareto, donc c'est ce que je retiens, c'est dès que t'as une idée, faut la lancer, faut pas attendre que tout soit prêt. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance, et aujourd'hui on se retrouve avec Ilan Behram. Donc 26 ans, photographe produit principalement dans la niche de la beauté et du cosmétique. Donc bienvenue Ilan sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation, c'est gentil de ta part. Avec plaisir. Donc tu as commencé la photographie à l'âge de 20 ans, donc avec un appareil photo assez simple et des lumières bas de gamme que tu dis que tu as trouvé un peu sur Action, etc. Et du coup maintenant ouais, tu es photographe produit, tu proposes ton parcours sur TikTok et les réseaux sociaux pour tout simplement montrer comment ça se passe, d'être un photographe produit et d'avancer en auto-entrepreneur. Et aujourd'hui voilà, on est là un peu pour parler de ton parcours, de comment tu en es arrivé là, comment tu développes aujourd'hui sur les réseaux et à travers ton métier de photographe produit et simplement pour discuter un peu de ce métier entre guillemets atypique qu'on voit pas tout le temps sur les réseaux, même si je trouve que c'est un peu en vogue en ce moment et je pense que c'est tant mieux parce que franchement là, ça permet un peu de révéler quelques pépites et puis je te laisse te présenter. Bah écoute, t'as bien résumé toute l'histoire. Moi je m'appelle Ilan, j'ai 26 ans, je suis photographe et vidéaste produit depuis 4 ans maintenant. En fait, je suis vraiment passionné d'images, de vidéos et de photos, enfin vraiment d'audiovisuel plus généralement depuis mes 14-15 ans. J'ai commencé par du clip, ensuite j'ai évolué par de la vidéo d'entreprise, je suis passé par pas mal d'étapes un petit peu pour arriver aujourd'hui, comme t'as dit, à la photo produit et à la vidéo, où j'accompagne vraiment des marques, comme tu l'as dit, en fait, dans la niche de la beauté, dans la niche du luxe, dans la niche du cosmétique principalement, leur création de contenu, que ce soit pour du site web, donc de la photo classique, que tu retrouves sur un site web, ou alors de la photo un petit peu plus poussée avec des mises en scène, des modèles, des mannequins, sur les réseaux sociaux pour des campagnes publicitaires, etc. Donc voilà, un petit peu pour le parcours dans sa globalité. Ok. Top, Me concernant. c'est un peu ce que j'ai vu sur les réseaux. Et pour revenir un peu au niveau dans le passé, quel a été, on va dire, un peu ton parcours scolaire et comment tu t'es mis dans la photo? Alors moi du coup j'ai fait un bac STMG. J'ai fait un bac STMG, je voulais faire un bac ES mais j'avais mon niveau en maths était trop catastrophique pour aller en ES donc j'ai pas été accepté, je suis parti en STMG. Tout s'est bien passé, j'ai eu mon bac tranquillement. Ensuite j'ai postulé pour faire un DUT MMI, je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est. C'est Pas du tout, non. c'est métier du multimédia et de l'internet. J'avais fait en fait les portes ouvertes d'un IUT et j'avais vu en fait que dans la formation, t'apprenais à filmer, t'apprenais à faire du montage, à faire de la prise son, et moi, ça m'intéressait énormément. Mais j'ai pas été pris, à cause du coup de mes notes en maths, Pour des qui étaient maths? qui étaient trop compliquées. J'ai pas trop compris à l'époque, j'ai fait même des rendez-vous avec le directeur, etc., parce que, ils prenaient des personnes en filière littéraire qui n'ont pas de maths, eux. Dans une filière L, t'as pas forcément de maths, donc je comprenais pas trop. Au final, j'ai perdu une année. Et là, j'ai commencé du coup à m'intéresser un peu plus à la vidéo, à l'image, au son. J'ai plusieurs casquettes en fait. Je suis vraiment autodidacte sur plein de choses. Je touche un peu à tout. J'ai même appris un petit peu à faire du mixage audio. Donc en fait, pendant cette période d'un an que j'ai perdu, j'en ai profité pour travailler un petit peu sur mes compétences en son, parce que j'avais déjà un petit peu des compétences en image. Parce que je suis passionné de ça. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de photographes et de vidéastes qui ont commencé à peu près à mon âge et qui sont de mon année, qui ont commencé, qui jouent aux jeux vidéo, qui faisaient un petit peu des montages sur Call of, etc. On est beaucoup dans ce cas-là. Et j'avais déjà des compétences en montage un petit peu et en photo, mais j'ai voulu développer cette partie audio. Donc voilà, je travaillais avec des artistes à distance qui m'envoyaient des musiques et moi je m'entraînais à les mixer, etc. pour développer un petit peu cette compétence au niveau de l'audio. Et ensuite, du coup,
fin de cette année un petit peu de break. Et j'ai postulé dans pas mal de choses, dont notamment un DUT en communication à Bordeaux, où je sais que les places sont très chères, mais que j'ai refusé parce que voilà, en termes d'organisation, en termes de projet perso, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai fini par faire en fait un BTS NRC, négociation relation client, qui a rien à voir avec l'image. Mm. Au départ, j'avais vraiment en tête quand j'étais plus jeune de faire une école de cinéma, mais au final, par rapport au coût de l'année et à ce que tu apprends, voilà, c'est deux choses vraiment différentes. Et du coup, je fais mon BTS, ça se passe bien, et j'ai terminé par un double bachelor en responsable commerce et en marketing digital. Donc là, on rentre vraiment plus dans la communication, le marketing web, etc. Donc c'est une compétence qui matche bien avec ce que je fais actuellement, même si je pense que dans la formation même, de toute façon, on nous l'a dit directement, et c'est un petit peu mon avis sur quand tu rentres dans des hautes études, dans certains domaines, je parle, pas dans des domaines comme la Mm. médecine forcément, ou des choses comme Ouais, ça, mais normal. ce qu'on nous a dit directement, et tu vois, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé en bachelor, c'est cette année, on va rien vous apprendre, on va juste vous apprendre à apprendre. Et en fait, je l'ai compris plus tard, il y a rien de plus vrai parce que dans des domaines comme le marketing et la com, ça évolue tellement vite que ce qu'on va t'apprendre dans l'année, dans 2 ans, c'est déjà obsolète parce que tu as des nouveaux formats, tu as des nouvelles façons de faire, de procéder. Mais voilà, en gros, j'ai un bac plus 3, responsable commerce et marketing digital. Voilà, j'ai fait un petit peu un parcours classique, entre guillemets, mais voilà. Ouais, en tout cas, bah écoute, ouais, je vois à peu près, on va dire, le cheminement. Et ben, je te rejoins par rapport un peu à ce qu'ils t'ont dit l'école, parce que bah, moi, je suis un peu dans ce cas. Là, je suis en M2 marketing et com spécial, enfin, option stratégie de marque. Ouais, Ils nous l'ont pas sorti comme ça. Ils nous ont plus en mode, ouais, vous allez développer des compétences, tout ça, pour des beaux métiers. Bon, c'est vrai en soi. Mais bon, c'est vrai que toi, comme ils te l'ont fait sortir, ils t'ont pas vendu du bullshit. Alors que c'est vrai que des ouais, fois, c'est les écoles ça. de commerce, on te dit, des fois, voilà quoi, vous allez après avoir un diplôme, des compétences de fou sur le marché et tout, mais en fait, oui, si tu développes pas tes compétences à côté, t'es obsolète. C'est comme, t'es clairement comme un robot limite. Ouais. Et après, le marché va te le faire payer à un moment donné, donc clairement, ouais. Et du coup, en vrai, quand tu finis à peu près ton bachelor, j'imagine que t'as 22, 21, 22 ans. Ouais, c'est ça, le bachelor, je le fais, je le fais en pleine période Covid, Ok. donc en 2020. Donc pareil, en plus, tu vois, t'as ce truc où moi j'avais beaucoup de profs dans l'établissement où j'étais qui étaient en fait des professionnels et qui faisaient intervenants en fait Hmm. à côté de leur taf. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à partager, beaucoup d'expérience, qui ont un vrai savoir-faire de pro, ils sont vraiment sur le terrain. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, c'était une autre façon de travailler. On travaille à distance, on travaille aussi sur ce qu'on appelle j'ai plus exactement le nom, mais en gros, on a un gros projet à monter en, on va dire, 2-3 jours. Donc ça t'a vraiment pas mal. Et ça, c'était bien parce que ça t'apporte énormément d'expérience en peu de temps. Et même s'il y a eu le Covid, en fait, le fait d'avoir ces projets où tu travailles à distance parce que t'as le Covid, tu peux pas être directement en cours, ça t'apporte une façon de bosser différente. Et franchement, ça a été une bonne expérience. J'ai vraiment apprécié, tu vois, même pour la petite anecdote maintenant, je suis intervenant également dans cet établissement. En tant que du coup intervenant montage vidéo. Et tu vois, pareil, c'est ce que je dis aux élèves que j'ai. Je leur dis ce que je vais vous apprendre là. En fait, j'ai la casquette montage vidéo en tant qu'intervenant, mais voilà, je leur donne aussi des petites astuces pour apprendre à filmer, parce que c'est une plus-value, je pense, quand tu sais un petit peu filmer, De fou. faire des formats verticaux. À l'heure actuelle, ça peut être une grosse plus-value pour les entreprises, enfin quand tu es étudiant de proposer ça à une entreprise. Donc je les initie un petit peu à ça et ce que je leur dis c'est aujourd'hui je vous dis ça mais peut-être dans 1 an, 2 ans on se revoit, enfin les formats vont évoluer, ça va Hmm. changer, etc. S'il y a 5 ans, 6 ans je vous disais que le podcast, c'est un exemple, hein, que le podcast s'est dépassé plus personne n'écoute ça, aujourd'hui le discours il a totalement changé parce que les formats évoluent et que c'est vraiment dans la tendance actuelle de ce format en fait tout simplement. Ouais, clairement. Et en vrai, c'est stylé que tu sois intervenant dans cette école. Donc, Ouais. tu habites vers où là en ce moment? Alors en ce moment, je suis du côté de Troyes, Ok, de à 3. une Donc, heure 45 de Paris, dans le Grand Est. ok, donc du coup, tu es intervenant là-bas. J'imagine que c'est pas beaucoup. Ça va être quoi, 5 6 heures par semaine? C'est même pas ça, c'est en fait un module d'une journée par an. Ok, C'est vraiment très très ok. peu, mais Ouais, ok, ça te ils ont permet quand même introduit ça d'avoir. en fait. Ouais, exactement. Moi, je le fais je le fais vraiment pour le côté expérience. Euh, Pédagogie. Parce que quand t'as un bac plus 3 que je vais enseigner à des bac plus 5 et que toi t'étais là il y a 2 3 ans, c'est un petit peu marrant et je le fais vraiment pour l'expérience et le partage. Je pense que tu vois, j'ai cette casquette photographe vidéaste, mais je pense qu'on va y revenir après.
plus généralement, je pense que j'ai vraiment ça va faire vraiment la phrase cliché que je vais dire, mais ce mindset entrepreneurial, ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai parce que j'ai testé beaucoup de choses. Tu vas voir, même quand on va reparler un petit peu de vraiment ce que je fais en photographie, en vidéo produit, euh, j'ai pas été spécialisé dans la photo et la vidéo produit directement. En fait, j'ai vraiment eu un cheminement un peu entrepreneurial où j'ai essayé pas mal de choses. Et bah, je pense que du coup, de ma jeune expérience et de mon jeune âge, j'ai beaucoup à partager. Je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de partager ça à des étudiants, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'étais à leur place, tu vois, avoir des intervenants qui viennent, qui partagent un peu leur expérience. Et en plus, quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que toi, à 3, 4 ans près, et bah, je trouve ça encore plus intéressant parce que tu arrives à te projeter. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu partager en faisant ça. Et bah, c'est quelque chose du coup que je réitère chaque année. Tu vois, là, mon module, je le fais dans 3 mois là et je vais y aller et j'ai que des bons retours pour l'instant, donc tant mieux. Ok, ok. Bah, en vrai, top, c'est vrai. Et du coup, certes, tu as fait le bachelor. Et est-ce que tu as commencé en même temps enfin, la photographie, je pense que tu l'as fait un peu traîner tout le long, genre en même temps. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit, genre, je vais me lancer là-dedans à mon compte? Est-ce que peut-être au début, t'as fait un bébé CDD dans une entreprise pour déjà te faire un peu la main? Enfin, comment t'es arrivé dans ce milieu-là? Alors moi du coup, pour revenir un petit peu sur le parcours photo-vidéo, comme je t'ai dit, j'ai commencé comme beaucoup, je pense, tu vois, maintenant il y a plein de photographes, de vidéastes, de graphistes que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai connus à l'époque où j'avais 13-14 ans et que je jouais aux jeux vidéo, à faire des montages, à publier ça sur YouTube. En fait, on est beaucoup de créateurs maintenant dans ce cas-là, qui ont commencé, tu vois, à faire des montages de jeux vidéo et qui en ont fait leur métier maintenant. Euh, Moi, j'aime vraiment énormément la musique. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aime la musique, j'aime l'image, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais faire des clips, tout simplement. Parce que en plus, j'avais déjà cette réflexion-là, malgré que j'avais 13-14 ans, de me dire, euh, les clips, les artistes, ils font souvent des musiques, donc ils ont souvent besoin de faire des clips, surtout à l'époque, hein, c'était vraiment les clips sur YouTube. Clairement. Et du coup, ils ont besoin de vidéos régulièrement, donc ils vont régulièrement faire appel à moi, logiquement. Donc j'ai commencé vraiment par faire du clip. Après, du coup, vers l'âge de à l'époque du BTS, je sais plus exactement quel âge j'avais, vers 19 ans, je pense. J'ai commencé à aller faire des clips un petit peu sur Paris pour des labels, etc. J'étais vraiment spécialisé dans le clip. Et ensuite, j'étais pas mal sur Twitter. À l'époque, sur Twitter, avant le Covid et pendant le Covid, il y avait une grosse communauté entrepreneuriale, notamment dans l'e-commerce. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande dans la création de contenu vidéo, bah, pour en fait les gars qui avaient une marque. Tu vois, c'était vraiment même l'époque du dropshipping un petit peu. Ouais, les affiches Euh, produits, les trucs comme ça, quoi. Exactement, les mecs, tu vois, ils voulaient faire leur créa, ils voulaient avoir du contenu. Et à l'époque, il y avait, enfin, tu voulais un petit peu le contenu aux marques américaines que tu remettais en français, tu faisais un montage un peu dégueu pour traduire tout en français et tu balançais ça sur Facebook pour avoir tes premiers clients ou alors Hmm. tester ton produit. Et un jour, il y a un gars qui a tweeté, les agences UGC, ça n'existe pas encore, mais le premier mec qui va faire ça, il va se mettre bien, tu vois, pour parler Hmm. un petit peu correctement. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. Tu vois, TikTok, ça venait de sortir, mais voilà. Je me dis, qu'est-ce que c'est que l'UGC? Et en fait, je me renseigne, etc. Et je me dis, ok, ça, je pense qu'il y a un gros potentiel. Tu vois, les clips, c'est un autre univers. Je pense que j'avais pas du tout fait le tour, mais c'est fatigant. Tu vois, tu pars à 4 heures, tu fais la route, tu vas sur Paris, tu fais une grosse journée, tu rentres, il est 5 heures du matin, t'as beaucoup de matériel à transporter. Voilà. J'aimais toujours en faire, mais c'était devenu un peu différent. Et je me dis, bah, s'il y a un mec qui est e-commerçant qui tweet ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Je me dis, du moins, je vais tester. Je mijote cette idée, etc. Et cette idée, en fait, c'est là que je me suis dit, je vais commencer à faire du contenu un peu pour les e-commerçants. Typiquement, le gars, il vendait, je te dis une bêtise, une tasse. Il m'envoyait son produit, moi je faisais quelques photos à distance, des petites vidéos, et moi je lui renvoyais les vidéos. Et lui, en fait, il était ultra content parce qu'il avait du contenu euh, qualitatif, original, bah, qui piquait pas à des marques à gauche à droite. Et bah moi en fait ça a été vraiment là où j'ai réussi à me dire ok en fait c'est possible. Tu vois sur internet on peut Hmm. trouver des clients assez facilement entre guillemets. Et en fait ma niche client au début elle était vraiment sur Twitter parce qu'il y avait une grosse communauté e-commerce. Et du coup, en parallèle de ça, je faisais aussi bah, des vidéos UGC. Maintenant, je pense que ça parle à plein de gens, les vidéos UGC. Mais à l'époque, en fait, il y avait peu de gens qui connaissaient ça. Et moi, je me suis dit, ok, je vais monter une agence UGC. Je regardais sur Internet, en France, ça n'existait pas du tout. Personne n'en parlait, etc. Alors que maintenant, enfin, même toi, je pense que t'en entends Hmm. parler un petit peu Ouais, partout. j'ai fait un article de blog, j'en ai parlé dans mon Ok. bébé mémoire l'année dernière. Enfin, c'est quelque chose que voilà quoi, qui est dans les tendances du marketing d'influence.
Ouais, carrément. Et à l'époque, ça existait, mais vraiment, vraiment pas. J'ai C'est fait vrai. tout le tour des sites, etc. On est vraiment à l'époque 2019, hein, donc c'était tout nouveau. Et je me suis dit, bah, je vais faire un site, je vais monter la première agence UGC. Je mijote un petit peu ça. J'avais une ou deux modèles sous le coude, entre guillemets, pour faire ça. À un moment, je me suis dit, bah, TikTok arrivé, je me suis dit, je vais essayer de scaler ça. Et l'idée, c'était vraiment de... Et c'est pour ça, tu vois, que je te parle de cet esprit un peu entrepreneurial, c'est j'essayais toujours de, via mes compétences, d'essayer de faire un projet, entre guillemets, entrepreneurial pour développer un petit peu tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bah, je vais trouver des filles et des gars qui sont un peu présents sur les réseaux, tu vois, qui aiment bien un petit peu jouer, entre Oui. guillemets, aux influenceurs, se montrer. Je vais leur faire une vidéo de formation, je vais leur envoyer avec des ring lights, un micro. Et en fait, comme ça, dès que j'ai une commande du GC, moi j'ai un gros panel de modèles à présenter à mon client. Et bah, j'envoie le produit directement à l'influenceur ou à l'influenceuse. Elle me fait l'UGC et moi je renvoie ça. Mais à cette époque, j'ai pas eu la vision, et je le regrette un petit peu maintenant, enfin après c'est le passé, mais de me dire ouais mais ça c'est vraiment un truc qui va marcher, du coup je l'ai pas forcément fait. Je l'ai pas fait en fait à son plein potentiel comme j'aurais dû le faire. Et aujourd'hui bah tu vois des agences UGC, t'en as à l'appel, t'en as à foison. L'UGC c'est connu par tous. Et donc j'ai loupé entre guillemets un peu ce créneau-là. Et du coup j'ai commencé à faire... j'ai fait plein de choses, hein. Mais c'est ça, En mais en même parallèle de temps, mec, ça, ouais. tu te cherches, quoi, un peu. C'est le but, hein. Exactement. Et tu vois, Il je pense faut. que même quand t'es photographe dans n'importe quelle niche, dès que t'as des compétences, faut pas rester cantonné à... Tu vois, je te donne un exemple, t'es photographe, tu peux être photographe de plein de choses, faut tester plein de choses. Et c'est comme ça, je pense que tu te découvres même en tant que créatif. Euh, Ça a pas fonctionné, du coup, bah, j'ai commencé à faire des vidéos un peu classiques, c'est des vidéos corpo bah, pour des marques, pour des entreprises, pour de la presse, à l'échelle locale. Et ensuite, je suis tombé un petit peu sur des vidéos d'Américains qui faisaient de la photo produit. Et là, gros coup de cœur parce que c'est vraiment un côté créatif. Je trouve que visuellement, quand tu vois une vidéo sur TikTok ou sur YouTube ou n'importe où, d'un gars, tu vois, qui te montre un peu les coulisses d'une photo, c'est hyper intéressant. Donc du coup, je me suis essayé à ça. Et bah, petit à petit, tu vois, j'ai développé mes compétences là-dedans. Et à l'opposé, tu vois, où au niveau vidéo corpo en local, c'est-à-dire bah, aller chez une entreprise, prospecter, dire est-ce que vous avez besoin de vidéos pour votre site web ou autre, j'avais pas forcément de retour. Et dès que j'ai commencé à présenter un petit peu que je faisais de la photo produit, et ben là directement, tu vois, j'ai eu des retours, j'ai eu de la demande, j'ai eu des choses comme ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ok, c'est quelque chose que j'aime faire, la photo produit, la vidéo produit. Il y a une demande là-dedans parce que des photographes produits en France, il y en a très très peu, tu vois. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il y en a vraiment très peu. Et bah let's go, tu vois. Il y a peu de personnes qui ont les compétences, il y a beaucoup de demandes, et c'est quelque chose où les marques, elles ont besoin de contenu fréquemment. Parce que tu vois, le problème d'une vidéo corporate, tu vois, une vidéo classique, tu sais, que les entreprises elles mettent sur un site web, comme beaucoup de vidéastes et de photographes font, tu vois, un peu de la photo corpo, c'est que la photo et la vidéo, on va parler vraiment de la vidéo principalement, mais c'est un média qui se périme pas. C'est-à-dire, demain, tu vas faire une pub pour Decathlon. Decathlon, ils peuvent l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, la vidéo. Tu vois, c'est une vidéo d'entreprise classique, ça périme pas, donc ils vont pas faire appel à tes services fréquemment. Qu'en fait, une marque e-commerce, elle a tout le temps besoin de contenu pour ses réseaux sociaux, elle a tout le temps besoin de se renouveler, elle a tout le temps besoin de nouvelles photos. Donc moi, je me suis dit, bah, ça fait plus de business pour moi, entre guillemets. Donc voilà, je me suis vraiment spécialisé là-dedans dès que j'ai, dès que je me suis lancé, dès que j'ai vu cette niche, en fait, tout simplement. Non, mais oui, mais clairement, t'as eu raison. Et puis là, tu vois, à part. Enfin, dès que je t'ai vu, toi, bon, après, je pense que c'est un peu l'algo qui m'a fait le bail. C'est dès qu'après, j'ai revu un peu ton profil. Je suis tombé après sur Tristan Vincent et je pense que c'est une des personnes qui fait aussi de l'info, enfin pas de l'infoproduit, j'allais dire de l'infoproduit, pas du tout, qui fait voilà, photographe produit. Et c'est vrai Mm. qu'avec vous deux, j'en connais pas d'autres qui justement font un peu, on va dire, ces coulisses de photoproduits. Et c'est vrai que quand on voit, c'est hyper stylé parce que des fois, tu sais, tu veux faire un truc dans l'eau et en fait, c'est juste parce que tu as un bébé aquarium ou un bébé bassin transparent et ça fait des montages hyper réalistes. Je trouve Ouais, ça vraiment grave stylé et c'est vrai que ça amène une plus-value aux marques et surtout quand tu te dis que dans ton petit studio, tu peux faire des pubs pour des grandes marques, quoi. Et qu'il ouais, faut pas, il n'y a exactement. pas Ouais. besoin de 100 000 trucs quoi, pour faire des trucs stylés. Après, eux, autant peut-être qu'eux, ils font pareil dans leur studio, mais bon, c'est juste qu'ils sont peut-être trois quatre, toi, t'es tout seul, tu sais de faire ce que tu peux. Et franchement, ça fait des réalisations de fou. Et c'est une plus-value de fou pour les entreprises. Donc après, toi encore plus.
t'es dans la niche, voilà, de la beauté, du cosmétique et tout. T'es pas là directement forcément toi à pouvoir faire une vidéo ou des photos avec un mannequin qui est en train de se mettre une crème ou quoi que ce soit sur le visage. Donc il faut que tu rendes sexy le produit par justement tout simplement des photos hyper qualitatives du produit en lui-même. Parce que c'est la seule façon, on va dire, de pouvoir par rapport à ce que tu peux faire toi de Mm. mettre en avant les produits. Donc c'est grave stylé, mais en général, quand on fait des photos aussi qualitatives, il y a aussi un peu le côté, forcément, certes, je sais très bien que tu as un peu la patte artistique qui fait que tu amènes des choses, mais aussi il y a le côté un peu caméra. Tu as commencé comment au niveau des caméras? Parce que c'est un peu le truc quand même important. Aujourd'hui, on fait des caméras de fou. Ouais. Voilà, tu as un très bon iPhone, j'imagine. Moi, j'ai une DJI Osmo Pocket 3. Elle a une stabilisation de fou, elle a des choses de fou, mais il y a quand même un truc en plus avec la caméra, c'est le côté un peu cinématique. Les différentes, je sais qu'il y a l'ISO, les objectifs, les angles, etc. Mais t'as commencé comment avec quelle caméra? Je crois que c'était pas un Canon au début, un truc comme ça. Ouais, si, exactement. T'es bien renseigné. T'avais Mais ça? pardon. Ouais, j'ai commencé avec un Canon que j'avais demandé à mon anniversaire ou quelque chose comme ça, il me semble. C'était un Canon EOS 1200D. C'était vraiment l'entrée de gamme de chez Canon, surtout à l'époque. L'entrée de gamme de chez Canon et l'entrée de gamme de chez Canon maintenant, c'est pas du tout pareil. À l'époque, c'était vraiment, tu vois, la qualité vidéo, elle était catastrophique et tout. Et même quand j'allais en presta pour des clips, j'étais un peu stressé parce que je savais que l'appareil, il suivait pas forcément derrière par rapport à ce que Ok. moi j'avais en tête. Mais j'ai commencé avec ça. Avec, c'est vraiment le kit de base à l'époque. Enfin, maintenant aussi, t'as le boîtier et t'as l'objectif. Et l'objectif, il est un peu moyen. Et à l'époque, je m'étais acheté un autre objectif. Et là, ça avait vraiment, par contre, step up au niveau de la qualité. Tu vois, et ça, je me suis dit, ok, les objectifs, c'est pas que des conneries. Ça fait vraiment la diff au niveau de la qualité. Je suis resté des années avec ça. Et avec ça et avec. Je peux te le montrer également. Avec ça, j'ai fait énormément de vidéos avec ça. C'est un panneau LED de chez AliExpress. Il marche encore, il fait encore le taf énormément. Franch- J'avais payé 50 € à l'époque. Ok. Et Ça ça te coûte, sauve des plans, même ça coûte maintenant. aussi cher. Par exemple, ce panneau, donc au cas où, bon, pour les personnes qui écoutent en audio, il faudra Ouais. regarder peut-être plutôt la vidéo, mais par exemple, ce panneau, il fait juste lumière jaune et blanche avec les intensités au niveau du cam, il fait pas les couleurs, si? Non, il fait pas les couleurs. Il fait juste, tu règles la température de couleur, donc t'as des lumières, Ouais. ouais, comme t'as dit, jaune et blanche. Et on Et régule entre les deux, ouais. C'est un peu ce que j'ai là. exactement. J'ai Ouais, acheté un truc comme ça, pas aussi grand que toi, ça a vraiment la taille d'un iPhone, que j'ai acheté sur Amazon, qui fait un peu office de batterie externe, même si ça m'est un peu égal. Et c'est vrai que ça fait le taf, et surtout, je trouve que ça augmente drastiquement la ah oui, qualité bah oui. de la vidéo. Et en plus, si tu mets un bébé fond comme toi tu as fait, là, t'as une bouche derrière et tout avec une LED rouge. Moi, j'ai Ouais, mis juste vraiment une vieille LED que j'ai qui a des pixels assez dégueulasses et tout. Mais si tu la mets en fond sous le lit, t'as juste la lumière rouge qui ressort. ouais, Et ça fait un beau contraste. En plus, t'as un t-shirt qui est en contrasté avec ça, ça fait vraiment ouais, stylé. ça Donc, ressort tu nickel. peux commencer avec du matos moyenne gamme, on va dire. Franchement, ouais. Et après, tu vois, j'ai évolué. Donc là, on est à la fin de mes études. Je me dis, bah ok, je vais. J'ai d'un côté, tu vois, mon père, mes parents ont une entreprise de couverture, donc ils ont déjà cet esprit un petit peu, tu vois, ils m'ont pas freiné dans l'aventure entrepreneuriale, entre guillemets, à vouloir me lancer à mon compte directement. Mais j'ai quand même mon père qui me dit, écoute, t'es en fin d'études, trouve un job. Et tu fais ça à côté, tu vois, et c'est vrai qu'il a raison, on est en plein Covid. Se mettre à son compte dans cette période-là, c'est peut-être un peu le pire moment. Et Encore, t'as pas le pire domaine, toi. ouais, T'as pas le pire bah, domaine au pour le début, en faire. fait, j'avais un peu en tête de travailler pour des boîtes e-commerce à distance, mais au début, j'avais aussi ce côté où je faisais vraiment de la vidéo pour des entreprises locales à côté de chez moi, mais les entreprises, elles étaient fermées, donc c'était Eh oui. compliqué. Je dépose quelques CV, ça mon père, il sait pas forcément, mais sans plus, tu vois, je vais pas chercher non plus très loin à trouver un taf, je dois déposer 2 CV, franchement, Ouais, je c'est comprends, hein, je comprends. catastrophique, parce que moi, je veux vraiment avoir ma boîte, donc je sais que c'est compliqué, on est en plein Covid, moi j'ai un appart du coup à Troyes, dans la ville où j'ai fait mes études. Je rends l'appart, je retourne chez mes parents. C'est un choix que j'ai fait parce que bah, je lance ma boîte, je préfère retourner chez mes parents quelques années s'il faut, quelques mois. Mais voilà, je voulais vraiment lancer ma boîte, j'avais vraiment ce truc-là. Et là, Petite du coup, question, ouais. pardon, par rapport à ça. Je suis pas encore dans ce cas-là, mais si je veux développer à fond le podcast ou un côté un peu forcément entrepreneurial, qu'est-ce que ça t'a fait, on va dire? Je sais pas après si l'appartement était bien. Moi, je suis à Montpellier. Je t'avoue que j'ai Mm, un très très bon appartement à Montpellier. Pas forcément grand, hein, mais situé ouais. de fou. Je suis à côté de la gare, tout ça. Et
est-ce que c'est pas que tu as regretté, mais c'était un choix facile à faire ou un peu difficile de quitter un peu ton indépendance pour revenir quand même chez les darons où tu as moins d'indépendance, tu peux moins, on va dire, un peu faire ce que tu veux. Certes, ça te réduit des coûts de fou et en plus, ils te soutiennent dans le projet, c'est cool. Mais on va dire, ça a quand même certains frais, peut-être que tu es un peu parti aussi de tes chez enfin, de ton cercle d'amis en termes de géolocalisation. Enfin, moi, il y a que 80 km d'écart, mais ça me suffit pour partir d'une ville où il y a un peu de mouvement à une ville, voire un village, on va dire, où il y a très peu de mouvement. Ouais. Bah moi c'était dur au début parce que si tu veux moi je suis originaire de d'une ville à côté à 40 minutes de Troyes en fait initialement Mm. mes parents ils sont là-bas et bah du coup je prends l'appart à Troyes, je suis hyper content, je fais mes années de BTS et mon année de bachelor donc je reste dans le même appart. Et mon père il me dit bah écoute, fin d'études, reviens, tu vois tu veux lancer un truc, enfin et T'as moi pas je lui assez de dis ouais salaire, ouais, etc. et tout pour gérer ouais, l'appart, tout ça. c'est et même tu vois mon père il a toujours eu cette vision. Il est avant-gardiste énormément, tu vois. Des fois, il me dit des trucs, j'ai l'impression que c'est. Maintenant, je l'ai compris, donc c'est différent, mais à l'époque, et même encore de ça, il y a un an, il me disait des trucs, je trouvais ça lunaire, mais il s'est jamais trompé. Et Mm. du coup, je me suis dit, bah, je lui disais un peu oui pour lui faire plaisir, mais moi, à côté, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. En plus, je suis passionné de musique aussi, je fais de la un peu. Enfin, j'ai des amis qui font de la musique, des fois, on se posait chez moi parce que j'ai un peu de matos. Mes potes, ils faisaient de la musique et tout, donc ça faisait du bruit. Je me suis dit, ça finit, tu vois. C'était vraiment le truc que j'aimais faire chez moi. Et au final, bah, je suis retourné chez mes parents et ça a été la meilleure décision que j'ai pris parce que quand tu lances un projet, eh ben, si tu dois assumer un appart derrière, parce que pour revenir au matos, que je m'éparpille un peu, je suis désolé, Oui, voilà, si mais tu tu fais vois, je suis passé, tu fais les choix. J'ai acheté un Sony A7 III. Il est bien ou pas? Franchement, ouais, hein. Il commence à dater, mais même là, tu vois, je pourrais changer, j'y ai pensé, mais je me suis dit, en vrai, ça va te servir à quoi il fait déjà encore largement le taf, il a une qualité de fou. Franchement, c'est un appareil formidable. Et en plus, au niveau prix, ça reste cher, hein, ça reste de la gamme pro chez Sony. Et même maintenant, ça chiffre encore un peu. Faut avoir un petit budget de côté, mais c'est un appareil incroyable. Franchement, Ouais, il a l'air de, il est appareil de. un peu imposant, on va dire, mais quand même très Ouais. intéressant. Et puis j'imagine surtout le plus cher, encore une fois, c'est les objectifs toujours. Ah, ouais, par contre, ouais, si vous voulez passer chez Sony, les objectifs chez Sony pour un appareil pro, c'est vous allez vous faire ouvrir en deux. Même moi, là, j'en ai qu'un. Et il me suffit et je vais pas chercher à en prendre d'autres Ouais. si j'en ai pas forcément besoin. Et du coup, bah, retourner chez mes parents, c'est ce qui m'a permis bah, le peu d'argent de côté. En fait, quand t'es étudiant, t'as pas forcément d'argent de côté. Je vais pas dire que j'ai all-in dans l'appareil, dans l'objectif et dans un Ronin, un stabilisateur, mais quasiment en fait. Et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je suis jeune. En fait, j'ai même pas réfléchi au pire, bah, 4 000 euros, tu les refais, 4 000 euros d'investissement dans du matériel, tu vas les refaire plus tard dans ta vie. Enfin, j'étais vraiment en mode, bah, tout ce que j'ai de côté, le peu d'argent que j'avais de côté, je l'ai mis dans le matos. Et let's go, tu vois. Mm. Et ça a été peut-être l'erreur que j'ai fait, pour rester un peu sur le chapitre matos, c'est, euh, j'achète l'appareil, j'achète un Ronin, un stabilisateur, j'achète un objectif, mais j'ai pas de lumière. Et ça, même si le C'est vrai Sony il a une que très bonne qualité, ça a été une erreur de ouf. Et ça avait fait beaucoup de vues sur TikTok. Mais en fait, je disais que bah, mes premiers shootings, je faisais quoi? J'utilisais ça. Mais ça, en plus, ça date de 2010. Hein. Enfin, j'abuse Mm. peut-être un peu, mais c'est vieux. Non mais Donc, oui. ça a pas du tout la même puissance que des petits panneaux LED, même à 20 euros de maintenant, que tu trouves sur Amazon. Mais je vais à Action et j'achète des gros tubes de salle de bain, là, de LED. J'en ai encore un à côté, là, qui traîne. Et je fais mes premiers shootings avec ça parce que ça coûte 6 euros, parce que c'est hyper puissant. Et voilà, en fait, je les scotche sur un vieux trépied et mes premières prestas, je les fais comme ça, tout simplement. Non mais de ouf, t'as bien raison. Moi, tu verrais comment la lampe elle est mise là. J'ai pas encore acheté un deuxième trépied, mais la lampe elle est en diagonale entre le mur Ouais, et le bureau. J'espère que ça va tenir tout le long, mais voilà. ouais. Maintenant, tu trouves du matos bien. Tu vois un panneau LED même comme ça, ou alors comme toi t'as là, tu m'as dit. Franchement, Moi, c'est quand je même trouve 40 des, euros, mais ouais, c'est vrai ouais, que tu trouves du bon matos. Même, tu vois, un panneau LED à 30-40 balles. Maintenant, c'est beaucoup les plus ring puissant que lights, ce que j'avais à l'époque. les ring Ring lights, je light, trouve ouais. que c'est vraiment pas mal en vrai quand on y pense. En backup là, enfin en backup, en Ouais. petite lumière là que j'ai mis, j'ai une ring light action. Enfin, j'avais besoin juste d'une ring light à la con pour un projet, bah, pour faire des TikTok justement. Tu vois, Hmm. j'avais pas envie d'acheter une ring light à je sais pas combien, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Dans mon cas.
Oui. J'ai pris une ring light à la con et tu vois, là, je l'utilise, elle est derrière et elle m'éclaire un peu de ce côté-là, tu vois. J'ai acheté, bah, une lumière, une première grosse lumière et là, ça a vraiment fait la différence. Franchement, la lumière, incroyable. Après, j'ai acheté une autre lumière. Pareil, bah, deux lumières encore incroyables. Après, j'ai commencé à acheter des flashs et tout. Et là, maintenant, les meilleurs investissements que j'ai fait, c'est vraiment la lumière. Je voyais tout le monde qui disait ça, mais c'est vraiment la vérité. Et que tu veuilles faire un TikTok, enfin, juste des vidéos sur TikTok, des vidéos sur ce que tu veux, la lumière et le son, c'est vraiment le plus important. C'est Ouais. les deux trucs qu'il faut pas négliger. Tu peux avoir une qualité d'image pourrie si t'as un bon son, ça va être parfait et voilà. Une bonne lumière, si tu veux une bonne qualité d'image, c'est top. Et la preuve, tu vois, c'est que quand t'as un bon micro, même si t'as une qualité pourrie, bah les gens ils peuvent t'écouter en podcast ou autre. Ouais, Donc ou ouais. ce qui marche un peu en ce moment, c'est un peu les voice-off. T'en as quand même fait pas mal et j'ai bien capté que du coup, c'était ce micro que t'avais utilisé. Ouais, Et ouais, bah ouais, ça fait la exactement. diff. Ce micro-là, qu'un micro quali, tu vois, quand même, c'est un Rode. Mais pour la petite anecdote, en micro cravate, que j'utilisais du coup à l'époque où tu vois, je faisais des tournages pour les entreprises. J'en fais Mm. encore un petit peu, mais vraiment c'est 5% de ce que je fais. Euh, Bah j'utilise encore un micro cravate que j'avais acheté sur Amazon à 19 €, tu vois. Et le micro, une fois que tu touches un petit peu au son, comme je te l'ai dit, moi j'ai appris un petit peu à travailler le son, etc. Une fois que tu sais retoucher un petit peu, tu sais gérer l'EQ, un compresseur et tout, ça fait le job, tu vois. T'as pas besoin d'un. Si tu commences, je parle, tu vois, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut faire Mm. de la création de contenu, t'as pas besoin d'un micro-cravate DJI à 200-300 balles pour, euh, pour avoir un audio correct. Ouais, ouais, clairement. Et puis, j'en ferai un peu un réel par rapport à ça. Mais tu vois, moi, il y a pas longtemps, j'ai découvert Auphonic, qui est très bien pour le son. Et franchement, surtout quand tu fais la création de contenu, en général, c'est 1 minute maximum de voice off. T'as 2 heures par mois. Hmm. Je crois que tu balances ta piste, ça prend 5 minutes max à tout casser pour améliorer la qualité du micro. Et franchement, ça fait largement le job. Et tu peux du coup enregistrer clairement un voice off avec ton iPhone. Donc, Ouais. Là, franchement, t'as des trucs bien. Maintenant, t'as Adobe Enhance aussi qui fait ça. Je sais pas si tu connais. ouais, mais moi, moi, je suis pas fan. Pourtant, à chaque fois, ça a été pour retravailler des sons Ouais. quand même très qualitatifs avec genre un micro, un Rode Podia, tu vois, de mon patron. Hmm. Et une fois que tu vas, je sais pas, à plus de 50-60% de modification, Ah, par et contre, ça ouais. y est, ça saccade. Ouais, en vrai, c'est bien, Et c'était un tu audio sers. dégueulasse avec. Enfin, Mm. dégueulasse. Avec beaucoup de reverb. Tu sais que Déco, tout t'as de ça, l'écho, ouais, si t'as une égalisation. pièce. Mais ouais, dès que tu passes au-dessus de 50, c'est bof. Mais en dessous de 50, tu vois, si t'as un audio vraiment dégueulasse, Ça peut le c'est faire. pas mal. Mais ouais, maintenant, en plus, t'as plein d'outils, même gratuits, qui font vraiment le job et qui peuvent te sauver un peu des prises audio. Mais ouais, ce que t'as dit, c'est bien aussi, j'en avais déjà entendu Mm. parler. Et du coup, ouais, au niveau, par exemple, tu as commencé comment au niveau de tes clients pour te faire tes premiers clients? Parce que j'ai l'impression que tu as fait pas mal aussi de local. Donc, est-ce que tu as prospecté directement au local? T'es passé un peu par les réseaux? Comment tu as commencé tes premières prestations? En fait, comme je te l'ai dit, en local, je travaillais vraiment purement en vidéo et en vidéo classique, c'est-à-dire des vidéos pour site web, des choses comme ça. Ça, je te parle vraiment Mm. du coup, quand je suis retourné chez mes parents après le Covid, tu vois, pour te situer un petit peu dans le temps. Je prospectais et tout, ça prenait un petit peu, mais ça prenait très légèrement, tu vois. C'était compliqué. Euh, et ça, c'était, tu vois, avant que je me dise, ok, il y a quelque chose à faire dans la photo et la vidéo produit. Ça, c'est venu un peu plus tard, pour Ouais. essayer de te resituer un petit peu tout dans le temps, parce que c'est vrai que je suis parti un peu dans tous les sens. Et ça a du mal à prendre, etc. Et bah là, derrière, t'as mon père qui me dit, écoute, bah, faut commencer à trouver un taf, là. Parce que j'avais été en alternance, j'avais eu des droits chômage, mais mes droits chômage, bah, au bout d'un an, bah, fini, tu vois. Et mon père, il me dit, trouve un taf. Et là, moi, je me suis dit, putain, non, s'il faut y aller, j'irai, tu vois, y a pas de souci, je suis un Ouais. travailleur, mais, j'ai pas assez poussé le truc, tu vois, et je prospectais, mais de base, je suis quelqu'un d'assez timide et je prospectais pas tant que ça. Je me suis mis à fond dans la prospection et pas forcément de résultats, tu vois. Donc, pas de premiers clients. Et vraiment, mes premiers clients où je les ai trouvés, ça a été Twitter dans un premier temps, à Ouais. l'époque, où tu avais du coup bonne base, une bonne base d'entrepreneurs et d'e-commerçants principalement. Et ensuite, j'avais mis un gros budget par mois sur Google Ads. J'avais une connaissance pareille qui était qui était ouais expert Google Ads, tu vois, qui accompagnait les entreprises pour leur positionnement sur Google Ads avec de l'achat de mots-clés. J'avais mis un bon budget par mois, zéro retour client. Et après, j'ai fait de la création de contenu. J'ai fait un ou deux TikTok. Et où c'était un peu
Je montrais un peu les coulisses. Ça prenait mais vite fait. Et après, j'ai parlé un peu de moi. De comment je me suis lancé dans la photo, dans la vidéo. Et là, ça a pris un petit peu. Et en fait, après, je mixais les deux, en fait, si tu veux. Et ça m'a rapporté mes premières demandes de vie, mes premiers contacts, mes premiers échanges avec des marques. Et ce qui est fou, c'est que ça me coûtait zéro, tu vois. Je mettais un budget sur Organique, hein? Google Ads par mois, organique à fond. Et, et ça m'a rapporté mes premiers clients. Et je me suis dit, bah, ok, la création de contenu sur un format vertical, donc ce qu'on appelle du réel, du TikTok, etc., ça fonctionne. J'ai été faire du testing, tu vois, je suis retourné un peu frapper aux portes des entreprises autour de chez moi. Et elles, en fait, du moins à l'époque, elles n'avaient pas la vision. La puissance du contenu vertical. Ouais, en fait, elles s'en rendaient pas compte. Et du coup, bah pareil, je me prenais que des refus, etc., machin. Et les entreprises qui avaient la vision, bah, c'était les e-commerçants. Donc en fait, ça m'a encore plus conforté dans l'idée que faire de la photo produit et de la vidéo produit pour des e-commerçants, c'était le truc où il fallait aller parce qu'il y a personne, parce qu'ils ont besoin de contenu régulièrement, parce qu'ils ont la vision de l'importance du contenu vertical. Let's go, tu vois, c'est là où je me suis dit, bah, je pense que c'est le bon moment. Tu vois, quand j'écoute plein de podcasts, comme je t'ai dit, et t'as plein d'entrepreneurs, entre guillemets, t'as peut-être beaucoup de conneries, je sais pas, mais t'as, t'en as plein qui disent en fait, une opportunité, faut la saisir, enfin, faut être là au bon moment, faut avoir la bonne idée, et en fait, tout est une question de timing, tu vois. Comme je te l'ai dit par rapport à l'agence UGC, je suis arrivé trop tôt, et je me suis pas lancé à fond quand j'aurais dû le faire, et ben en fait, j'ai loupé parce que j'étais pas dans le bon timing. Que là, je pense que la photo produit, la vidéo produit pour les marques, j'ai saisi au bon moment, parce que maintenant, ça se développe un peu, hein. T'as de plus en plus d'agences, de studios qui font de la photo, de la vidéo produit, parce que même moi, en échangeant avec des marques, les marques, elles m'ont dit c'est une galère pour trouver un photographe produit. Parce que t'as des photographes généralistes, mais pas vraiment spécialisés dans ça, et dès que tu veux faire quelque chose d'un peu créatif et tout, c'est différent, parce que c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes compétences. Quand tu fais vraiment de la photo produit, tu travailles vraiment même sur des retouches poussées, etc. Les Donc ombres et ouais, tout, c'est moi, c'est différent. surtout ce que j'ai vu avec toi, quoi. C'est Ouais, les ombres. les ombres, et moi, ma particularité, c'est que je travaille énormément avec la post-prod. Je l'avais mis sur TikTok, et je vais en mettre un, je pense, parce que c'est intéressant et ça marche vraiment. Et des Très fois, tu vois, t'as des intéressant. clients qui me demandent des photos brutes, mais la photo brute, elle est pas exploitable. Tu la vois, tu vas m'insulter, tu vois. Si t'as payé pour cette photo et que tu vois la photo brute, tu vas me dire, mais t'es malade. Et la photo brute, des fois, elle est dégueulasse. Et moi, comme je travaille beaucoup avec les retouches, avec la post-prod, bah, c'est ce qui fait que j'arrive à un résultat fini, tu vois. Et ça, c'est des choses, c'est des process de travail que des photographes, par exemple, des photographes dans l'immobilier, des photographes qui font du mariage, des choses comme ça, ils ont pas forcément comme compétences. Et tu vois, on vient du coup dans l'importance de se spécialiser, je pense, quand t'es un pro, tu vois. Quand tu veux te lancer dans un domaine, que tu sois créatif ou autre, quand t'es spécialisé dans un truc, je pense que c'est hyper important. Ouais, d'amener ta patate artistique, tout simplement. Et c'est vrai que tu l'as fait au niveau de ça. Et par exemple, au niveau de ta post-production, tu passes par quel logiciel classique, Lightroom, des choses comme ça, ou... Ouais, je taffe avec Lightroom. Après, je taffe aussi pas mal avec Capture One. Capture One, c'est un peu moins connu que Lightroom, mais en gros, moi, ça me permet de. En fait, quand je fais un shooting, je branche l'appareil à l'ordi sur Capture One et dès que je shoot, je vois la photo en direct. Et Ouais, Capture One, t'as les mêmes outils que Lightroom, ce qui fait qu'en direct, tu tu peux peux vite fait toucher. modifier. Ouais, Ouais, exactement. Et ça, c'est un gain de temps immense parce que, comme moi, je travaille beaucoup avec la retouche, ça me permet de voir, du coup, en direct, plus ou moins ce que ça va donner une fois retouché et d'ajuster ma prise de vue en fonction de ça qu'avec Lightroom. Sinon, avant, ce que je faisais, c'est je prenais ma photo, je l'exportais vite fait, j'allais sur Lightroom, je faisais les retouches, je vois c'est pas bien. Ok, je refais la photo, je baisse un peu la ouais, luminosité. ouais, Mais en fait, j'allais te c'était dire trop justement, des compliqué. fois tu peux. Ouais. Et ouais, Capture One, Photoshop. Voilà. Et au niveau des vidéos produits, moi, je suis sur Mac, du coup, je bosse sur Final Cut Pro Ok. pour les vidéos. Mais ouais, en gros, trois logiciels pour tout faire. Ouais, en vrai, j'avoue, c'est stylé. Final Cut, moi, j'y suis pas. J'ai Premiere Pro, parce que voilà, je suis étudiant, j'ai la suite Adobe Ouais. offerte, donc je vais en profiter. Mais bon, en vrai, je trouve que il n'y a pas trop de différence entre Premiere Pro, Final Cut et tout. C'est un peu comment toi tu aimes manier l'outil et Ouais. comment tu t'en sors, tu vois, parce que honnêtement, tu peux à peu près tout faire pareil, plus ou moins avec chacun. Après, peut-être que, tu vois, Premiere Pro, si t'as, je sais plus comment il s'appelle, le truc à côté, tu peux, ouais, After Effects, tu peux commencer à faire des Mm. trucs un peu corrélés entre les deux. Ouais. Et là, ça va mieux, mais à une époque, et je te parle de ça il y a même peut-être un an et Ouais, demi,
Premiere Pro, il était quand même, enfin, c'était un logiciel qui était largement en avance par rapport à Final Cut, hein. Final Cut, C'est c'est vrai. des trucs qui sont arrivés récemment, qui étaient sur Premiere Pro. Et moi, j'ai essayé de switcher sur Premiere Pro parce que Final Cut, j'étais obligé d'acheter des plugins pour avoir des trucs, alors que c'était nativement inclus dans Mm. Premiere Pro, tu vois. Là, ça va mieux, mais même là, tu vois, Premiere Pro, ils ont inclus le sous-titrage automatique grâce à l'IA. Final Cut, c'est arrivé là il y a pas si longtemps et c'est moins bien que Premiere Pro. Ça se vaut, tu vois, mais dès que tu veux pousser un peu le truc, Premiere Pro, c'est peut-être un peu au-dessus. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai envie de te dire, quand tu fais le sous-titrage, maintenant aussi, t'as CapCut qui est arrivé pour Ouais, les formats franchement, verticaux. ouais. Enfin, moi, c'est un peu bizarre parce que je trouve que CapCut est très, on va dire, un peu chiant. Par exemple, tu vois, t'as ton TikTok brut, je sais pas, qui dure 2 minutes et en gros, tu veux le faire passer à 1 minute. Tu Mm. dois couper un peu les E, etc. Et je trouve que CapCut, ouah, c'est un peu, on va dire, compliqué d'abord de faire un peu ton dérochage. Ouais. Et ensuite, oui, tu peux mettre les sous-titres. Donc c'est vrai que moi, c'est un peu bizarre. Je sais que je pète un peu sur la qualité, mais bon, après, c'est pas très grave. Mais je fais Premiere Pro, je fais tout le dérochage. Je mets à la rigueur peut-être la musique, et encore pas sûr. Et après, je vais finir les sous-titres sur CapCut parce que je me sens plus à l'aise, on va dire, tu vois. Mais pareil. Mais pareil, quand je fais un Ah ouais, toi aussi? TikTok, ah bah Ouais, parce oui. que c'est plus précis, je trouve. Final Cut, Premiere Pro et tout, c'est des outils plus précis pour des bails comme ça, quoi. Ouais, moi aussi pareil, et puis t'es plus confortable parce que bah t'es sur un grand écran. Même maintenant CapCut, il y a une version ordi, mais je sais pas. Tu sais quand t'es habitué à travailler avec des Mhm. outils, bah tu gagnes plus de temps, même si tu fais plus de Ouais, procédés, si au final tu gagnes plus de temps, bah c'est bénéf et moi je fais pareil. Franchement, je fais pareil. Et même maintenant, je me prends même plus la tête à sous-titrer sur CapCut, je sous-titre directement sur TikTok parce que ok. c'est gratuit en Ouais. plus. Donc j'ai viré l'abonnement CapCut et ça, ouais, ça t'enlève une application en moins. Après, CapCut, c'est quand même, quand tu veux pousser aussi, c'est quand même plus complet à ce Ouais, niveau-là, mais de ouais, ouf. voilà. De ouf. Et c'est quoi là? J'ai l'impression que je suis un peu, je sais pas, genre je suis un vieux, mais tu me parles encore une fois que la version PC est sortie sur CapCut. Et moi, ça me fume de rire comment, genre, du coup, je capte que les gens, en fait, qui font certains montages, ils sont tous sur téléphone. Mais moi, j'ai eu le réflexe l'année dernière, mais dès que je suis arrivé en alternance, qu'on m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on utilise un peu comme logiciel de montage. Et moi, j'étais en mode, mais j'en suis sûr, il y a CapCut sur PC. Et en fait, j'ai commencé à monter, mais tout sur CapCut PC. Genre, moi, vu que, bah, enfin, j'ai rigolé un peu quand t'en as parlé tout à l'heure parce que bah, j'y suis passé forcément là-dedans, mais en gros, bah, à l'époque un peu de BO2, BO3, t'avais un peu la PS4 qui est arrivée. Et du coup, bah, tu pouvais télécharger des clips. Et je prenais ces clips, je les mettais sur Sony Vegas Pro. Et en fait, moi, du Ouais, coup, ah mais oui, si tu m'as vraiment le débloqué un classique, tu souvenir de vois, Sony t'avais Vegas Sony Pro. Vegas Pro ou Ouais, Cinéma Cinéma 4D. 4D. Voilà, tu Ouais, vois, pour les introductions. Et oui, moi aussi, je suis passé par là de faire des vidéos, tu il vois. y en Et a en fait, du plein. coup, tu apprends le montage et c'est Ouais, impossible pour moi maintenant de monter sur un téléphone. Je suis ouais, full PC, c'est, moi. Ça, bon, j'arrive franchement, ouais, avec trackpad, tu vois. ouais, J'arrive pas avec souris, j'arrive pas. moi non plus. Tu vois, Full exactement trackpad, tu pareil. vois. C'est Franchement, fou. et ouais, tout trackpad aussi. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai une bonne souris, et tout, je l'avais acheté pour du montage. La Je souris, elle la vaut veux en 150. plus, c'est Ouais, la la MX Logitech Master 3. là. J'ai le Ouais, clavier, tu vois. J'ai le clavier qui va avec, qui est très bien. ouais. Mais Mais tu vois, moi, pour du montage, non, je sais pas, je suis sur trackpad. Et ouais, même moi, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être un ancien, entre guillemets. Bah, en fait, ça va tellement vite, c'est que ouais. dès que je me suis mis à faire de la création de contenu sur TikTok, j'étais perdu. En fait, je comprenais rien au montage TikTok, c'était trop Moi, je suis complet, perdu t'en avais encore là, ça me saoule, hein. partout. Tous ces trucs de Et j'ai ouf et tout. l'impression, j'ai 26 ans, enfin, on est de cette génération-là, tu vois, téléphone et tout, mais j'ai l'impression d'être un. Tu vois, quand je suis arrivé sur TikTok pour faire mon premier TikTok, j'ai l'impression que c'est compliqué de ouf et tout. Maintenant, bah, j'ai pas eu le choix, donc c'est bon. Mais j'ai eu l'impression, tu vois, que c'était. En fait, c'est parce que c'était une autre façon de travailler, tu vois. Et la génération qui ont 15, 16, 17 ans, Hmm. et bah pour eux, en fait, non, TikTok, c'est simple, intuitif, et un PC, c'est compliqué de monter sur PC. Pour eux, c'est pas naturel, Ouais, de ouf, je clairement. pense. Ouais, clairement. Et du coup, on va revenir un peu, bah, tout simplement aussi à ce processus un peu créatif. Plus, on va dire, au niveau des projets, pas forcément directement par rapport au réseau. C'est, bah, en gros, comment ça se passe, on va dire, ton processus créatif une fois que tu as ton prospect, tu as ton client qui est d'accord pour travailler avec toi. Comment tu travailles avec cette personne ou cette entreprise? Est-ce que tu as des recommandations, on va dire, j'imagine, un peu de la marque sur qu'est-ce que ça doit rendre en termes de finish au niveau du produit? Est-ce que toi, tu passes un peu par du dessin au niveau un peu de la mise en place de la structure, comment ça doit rendre? Est-ce que vraiment tu fais un peu à la mano, tu prends des vidéos qui sont déjà faites de concurrents ou d'entreprises et comment ça se passe un peu ce processus créatif pour arriver à terme?
Eh ben, c'est une bonne question parce que je l'ai pas précisé, mais moi, étant donné que je travaille avec des entreprises e-commerce, les entreprises e-commerce, t'en as partout. Tu peux en avoir partout déjà en France, tu peux même en Mm. avoir partout en Belgique, tu peux en avoir en Suisse, tu peux en avoir dans le monde entier. J'ai pas encore taffé avec des entreprises étrangères, mais euh, donc tu peux travailler avec tout le monde, donc tu travailles à distance. Et quand une marque elle confie son image, que ça soit une marque en lancement ou une marque déjà implantée, parce que je travaille avec les deux, à quelqu'un à distance, c'est hyper important. En fait, moi, je l'ai compris directement d'avoir un process. Et je pouvais pas copier les process un petit peu et voir ce qui se faisait au niveau des concurrents parce que il y a très peu de photographes produits en France. Et les process des concurrents, bah, à moins de te faire passer pour une marque, d'aller contacter un photographe à Los Angeles avec le décalage horaire, machin et tout, parce que t'en as plein là-bas qui sont spécialisés en Mm. photoproduits, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, comment, moi, si je suis une marque, je peux être assuré à envoyer mes produits à ce gars-là et que ce gars-là va faire quelque chose dans la vision que j'ai moi. Donc, dès que je travaille avec une marque, il y a déjà forcément un gros brief qui est pris. Et ça a été une erreur que j'ai fait pendant pas mal de temps que j'ai arrêté de faire, c'est quand une marque elle me dit ta carte blanche. Parce que par expérience, une marque qui te dit ta carte blanche, dès que Il y tu a vas faire toujours un un truc, truc à ça ira redire. pas. Ouais, voilà, il y a Non, toujours un j'ai truc déjà à eu le redire. cas. J'ai déjà eu le cas, une marque qui me dit pour une même plusieurs photos, mais même pour une photo en particulier, elle me dit là, ta carte blanche totale, je lui dis, je fais ça ou ça. Elle me dit, fais ce que tu veux, ta carte blanche. Je fais ça, ça va pas du tout. Donc, les cartes blanches, c'est fini. Et même quand une marque, elle te dit ta carte blanche, t'as forcément un truc, une couleur de fond, quelque chose qu'elle a en tête, elle. Mm. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai développé en gros une plateforme qui me permet, moi, de faire une pré-production avec un mood board et une shotlist. C'est-à-dire qu'en gros, le mood board, ça va être vraiment tout ce que la marque m'a dit dans le brief, les couleurs, les inspirations, les noms de marques qu'elle aime bien. Je demande tout le temps, je travaille beaucoup avec cette plateforme parce qu'une marque qui vient me voir et qui me dit ouais, j'aime beaucoup ce que fait cette marque ou cette marque ou cette marque, et ben en fait, moi je prends tout ça, je regarde un petit peu ce qui se fait et en fait, il y a des similitudes. Par exemple, si elle aime bien euh, cette marque, c'est parce que bah, l'ombre elle est un peu marquée à côté du produit. Si elle aime bien, je regarde l'autre marque, l'ombre elle est aussi marquée. Donc ok, la cliente qui me contacte, elle aime bien les ombres marquées. En fait, je prends toutes ces infos là et en fait, je vais faire un mood board avec un petit peu des inspirations photos pour dire à la marque ok, ce qui va être fait, ça va être un petit peu dans ce style. Et la shortlist, en fait, s'il y a 10 photos à faire, euh, et ben en fait, tu prends la photo, tu mets une photo d'inspiration et tu détailles tout par écrit ce que Mm. tu vas faire. Ok, le produit va être comme ça. En accessoire, il va y avoir ça, ça, ça. Le fond, il va être comme ça. La photo, elle va être comme ça. L'ombre, elle va être comme ça. Et ça, c'est ce que mes clients, ils apprécient énormément parce que ça leur permet en fait de se De projeter, visualiser, ouais. ouais, et de visualiser le shooting et de pas avoir de mauvaises surprises. Et moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que cette partie de pré-production, elle est faite, les clients, ils doivent la valider. Tant qu'ils l'ont pas validé, il n'y a pas de shooting. Et en plus du devis, c'est une sécurité aussi pour eux et pour moi de se dire, bah, avant le shooting, on a acté qu'on allait faire ça, ça, ça. Si moi je fais autre chose, c'est de ma faute. Si vous vous dites non, fallait faire ça, bah non. Parce que ce qu'on avait dit, c'était ça. Donc en fait, cette plateforme, c'est vraiment un endroit où on s'y retrouve tous les deux, le client et moi. Et en fait, on met tout à plat. Et eux, c'est un gros bonus parce que ils se projettent et ça leur permet de voir ce qui va être fait. Tout Non, simplement. clairement, très bien, parce qu'en plus, toi, le but, c'est pas de perdre trop de temps sur quelque chose où tu pourrais quand même un minimum processer et que ça soit bien pour tous. Parce Bien que sûr, justement, ouais. j'allais te poser un peu une question qui revient par rapport à ça, c'est, voilà, tu as ton processus de création, j'imagine que ça prend du temps. Est-ce que tu travailles sur plus ou moins enfin, plusieurs projets dans ta semaine, ou tu te fixes plus ou moins sur un projet et il te prend plus ou moins de temps? Combien de temps ça prend plus ou moins le début d'un projet jusqu'à sa finalisation, tu vois, grosso modo en termes Ouais. de temps. Alors, au départ, déjà, je faisais je faisais des photos produits pour vraiment pas cher. Hmm. Donc, je prenais plusieurs projets parce que Fallait faire moins du volume. tu prends cher, plus tu travailles simplement, entre guillemets. Mais quand tu commences à avoir un gros process avec où tu passes du temps, bah, c'est différent. Non, je prends très peu de projets. Je prends très peu de projets, j'en refuse certains, j'en décale d'autres dans le temps parce que euh, je veux pas commencer à faire l'usine, entre guillemets, à prendre beaucoup de projets et à perdre ce côté créatif que j'ai parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, plus tu prends de projets, plus tu commences à faire l'usine et plus tu fais l'usine dans un domaine créatif, moins t'es créatif, plus tu tournes en rond. Ouais. Et non, du coup, je prends vraiment peu de projets. Je prends des projets qui me parlent déjà où je sais que je peux apporter
vraiment une valeur ajoutée. Et un projet, en général, il y en a quand même qui se chevauchent hein, entre les retouches sur certains, les retours clients pour réajuster un petit peu. En moyenne, si par exemple je me focus à fond sur un projet de 8 heures du matin, parce que je travaille tard, jusqu'à 4h30 la nuit, parce que Oui. ça m'arrive, en moyenne, un projet, c'est une semaine complète. Tu vois, il y a une semaine de shooting, une semaine de shooting, une journée de shooting pour un projet avec une moyenne photo normale, hein, on va dire 15-20 photos. Une journée de shooting, tout le reste, c'est de la post-prod, de la retouche et de l'affinage. Je travaille Mm. beaucoup avec la retouche, du coup, la post-prod, en fait, ça prend énormément de temps. Et t'as aussi une journée où tu te consacres, pardon, à aller acheter les accessoires, etc. Donc, ouais, en moyenne, vraiment, une fois que le mood board, je parle, est validé, hein, etc., le projet pur, c'est-à-dire shooter, retoucher, c'est une semaine. Sinon, après, t'as quand même une partie de pré-production, etc. avant. Ok, ok, top. Et on va dire, la plupart du temps, tu fidélises un peu ta clientèle ou c'est toujours des projets un peu one shot et tu retravailles pas souvent, on va dire, avec les mêmes marques, à part peut-être en local, du coup, j'imagine. Ouais, bah du coup, la partie locale, c'est de moins en moins parce que la partie e-commerce, elle prend le dessus Mm. fortement quand même. Mais la partie locale, elle est fidélisée, entre guillemets. Je travaille régulièrement avec certaines marques. La partie e-commerce, pareil. Il y a des clients que j'accompagne quasiment mensuellement parce que bah, du coup, un roulement de création de contenu. Et bah, il y a des entreprises qui se rajoutent, etc. Et là, en fait, cette année, objectif 2025, c'est vraiment de développer du coup l'accompagnement mensuel parce que il y a des marques qui viennent me voir qui me disent, OK, là, j'ai besoin de contenu. Euh, je suis obligé de les refuser ou alors de leur dire, bah, ça va être possible dans 2 mois, 3 mois, Mm. peut-être, parce qu'il y a déjà des marques que j'accompagne mensuellement et ça prend du temps. Donc, en fait, l'objectif, là, c'est vraiment de développer un peu l'accompagnement mensuel parce qu'il y a une demande là-dedans et les marques, elles ont toujours besoin de contenu, tu vois. Donc, on va dire que ouais, je fidélise pas mal. Alors, en général, les trois quarts des marques que j'accompagne, elles reviennent vers moi pour faire du shoot. Sauf les marques qui reviennent pas en général, c'est les marques qui sont en lancement et qui font plus du testing. Tu vois, ils m'ont pris un pack shot produit, donc c'est-à-dire leur produit sur un fond blanc juste pour leur site web. Ils ont même pas forcément Insta, etc. Mm. Et en général, quand ils reviennent pas, quand je regarde, c'est que soit le projet il est toujours en lancement et ça prend un petit peu de temps, soit c'est que bah, la marque elle a pas prise malheureusement et que du coup ils ont arrêté. Ok, ça marche. Et du coup, tu prends autant des marques en lancement que des marques qui sont bien implantées, quoi. Tu t'en fous. Le but aussi, c'est que tu Ouais. t'amènes quelque chose d'une grosse plus-value et que peut-être que ta photo fasse la diff indirectement. Exactement, ouais. Moi j'accompagne des marques en lancement, il y en a plein et c'est vraiment ce que je travaille aussi avec des grosses marques entre guillemets. Mais les marques en lancement, ce qui est bien c'est que tu pars de rien. T'aides la marque à se développer parce que la photo et la vidéo, c'est le seul moyen qu'ont les gens de voir ton produit sur Internet. Mm. Si t'as pas de photo, t'as pas de vidéo, les gens ils voient pas ton produit, donc tu fais la différence sur autre chose. Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir une marque qui part de rien, qui a pas de site web ou alors qui a un site en construction, et de voir, et c'est ce qui se passe avec mes clients, un feed Insta qui évolue, qui se, qui se forme en fait, et tu dis, bah ça, c'est moi également, tu vois. Moi, c'est ce que je dis aux marques et mon positionnement, c'est quand les marques elles font appel à moi pour de la création de contenu, c'est comme si ils avaient un nouveau salarié dans la boîte d'externe. Et moi, en fait, je suis pas. Ma vision, c'est pas juste d'être un simple prestat. C'est vraiment, ok, je rentre entre guillemets comme si je rentrais dans la boîte et bah, je vais être impliqué comme quelqu'un, un Mm. salarié à part entière, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, je peux pas prendre. Enfin, je prends pas énormément de projets. Je préfère sélectionner les projets avec lesquels je bosse, mais au moins, je suis vraiment à fond implanté dedans. Tu peux me mettre sur des groupes WhatsApp avec d'autres collaborateurs pour que je puisse apporter ma vision, etc. Et voilà, tout simplement. Je sais pas si j'ai répondu à Ok. ta question Non, oui, oui, clairement. Et du précisément ou coup, pas. certes, voilà, tu t'accompagnes des marques, mais du coup, tu t'es aussi développé, enfin, tu t'es spécialisé en termes de niche, cosmétique, beauté, luxe. Hmm. Pourquoi pas plus, on va dire, des domaines plus classiques? Tu as une appétence pour ça, tu trouves que c'est assez classe et du coup, tu as envie de partir là-dedans? Ouais, en fait, la niche beauté, cosmétique, luxe, plus particulièrement beauté, plus particulièrement, oui, beauté cosmétique, en fait, c'est des niches où je trouve que tu t'amuses énormément, tu vois. Si j'aurais pris une niche style dans les vêtements, tu peux faire des choses créatives, mais déjà, c'est une autre façon de travailler. Encore dans de la photo produit, c'est une autre façon de travailler, je Hmm. trouve. Mais la niche beauté cosmétique, souvent, les marques, elles viennent te voir, elles disent, OK, là, je vais faire quelque chose de très girly.
Je veux faire quelque chose de très raffiné, de très luxe, de très épuré. Et en fait, du coup, tu as une possibilité immense parce que quand tu regardes des marques, par exemple, pour en citer une, Merci Andy, c'est une marque qui est assez connue. Merci Andy, ils ont une image produit qui est très colorée, très... voilà. Il y a plein de choses à faire, Mm. etc. Et en fait, des marques comme ça, t'en as beaucoup dans le domaine du cosmétique. Et du coup, quand t'es créatif, c'est hyper intéressant parce que là où une marque de vêtements, ils vont te dire, bon, bah, je veux principalement du noir et blanc pour mon site, ou alors je veux du lifestyle en extérieur. Je vais pas dire que tu tournes rapidement en rond, mais selon moi, c'est pas ce qui me correspond. Donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, et voilà, tout simplement. C'est peut-être plus facile aussi pour toi parce que j'imagine cosmétique beauté luxe en général c'est quand même des produits donc t'as pas de, tu sais, de mannequin à prendre et du coup t'as pas à te déplacer. Parce que Ouais, quand tu touches à, je sais pas, aux vêtements directement tu dois avoir les mannequins quoi, les photos et du coup bah c'est toi qui dois être le photographe. c'est ça. Et tu vois, des photographes qui peuvent faire de la photo, par exemple, de vêtements, ça peut être du photographe généraliste. Du Mm. photographe qui va vraiment prendre de la photo produit de cosmétiques. Pas du packshot, juste sur fond blanc, hein, vraiment quelque chose avec un décor, des choses comme ça. C'est un autre domaine, tu vois. Je compare souvent ça parce que j'ai des... Pareil, une autre corde à mon arc. J'ai souvent des photographes qui m'envoient des DM et tout, qui m'ont demandé à l'époque si je faisais des formations, et moi c'est quelque chose que je fais pas du tout. Par contre, ce que j'ai commencé un peu à développer, c'est du coaching, entre guillemets, comme on fait actuellement, c'est-à-dire on Ouais, en s'appelle one pendant to one une quoi. heure. Ouais. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que tu vas direct à l'essentiel, tu payes pas une formation je ne sais combien, etc. Et moi je suis Pour pas aller du formateur pour début à la l'instant. fin alors que le mec il est peut-être pas débutant, il est intermédiaire, il a Exactement. déjà toutes les Et c'est connaissances quelque de chose, base et il va ouais, et c'est approfondir. quelque chose que j'ai développé, c'est quelque chose que je dis aux gars j'accompagne ou que je coach, entre guillemets, c'est que je leur dis, regarde, toi quand t'es malade, tu vas chez le médecin, mais quand t'as mal dedans, tu vas, enfin, quand t'as un mal dedans, tu vas où? Tu vas chez le dentiste. Le dentiste, c'est un Mm. médecin, mais qui est spécialisé dans un domaine. Pour moi, un photographe, ça doit être pareil. Si demain, tu as besoin de photos produits, faut pas que tu ailles chez un photographe classique, faut que tu ailles chez un photographe produit. Mm. Et ouais, c'était plus simple, tu vois, de travailler dans le cosmétique parce que du coup, tu es vraiment spécialisé là-dedans, tu vois, c'est un autre domaine même que de la photo avec des vêtements. T'as pas de mannequin, même si maintenant je travaille avec des modèles et des mannequins pour des shootings, tu vois, pour tenir le produit, pour des marques de cheveux, des choses comme ça. Mais ouais, à l'époque, c'était plus simple. C'est vrai que c'était plus simple. Ok, ok. Ok, ok. Et attends, j'avais ouais, une question, par exemple, au niveau un peu de tout ton matos, grosso modo, Ouais. ton studio, ça t'a coûté combien en tout là? Après, il faut le rentabiliser plus ou moins le truc. Ouais, franchement, c'est Un petit moi 10, tout ce que j'ai eu, hein? Ah, je un sais petit pas, billet de mais 10. tout ce que j'ai eu, non, je pense pas. Tout ce que j'ai eu, je l'ai, ouais, si, en fait, oui. Tout ce que j'ai eu, je l'ai réinvesti quasiment au Ouais. début. Franchement, tout Ouais, ce t'as que mis un j'ai peu eu, de je l'ai temps avant. réinvesti. Je sais que t'avais acheté le Mac, donc après, bah, Ouais, tu commandes le Mac, ça coûte un gros billet. ça coûte cher. Et tu vois, même ça, on y reviendra peut-être après sur la création de contenu sur TikTok, etc. Je sais pas si on va y revenir après, mais pareil, tu vois, ça, ce type de format, j'aimais pas du tout faire ça. Mais c'est ce qui m'a permis d'avoir des clients aussi. Bref, on en reparlera peut-être après, mais ouais, franchement, on doit pas être loin, hein. On doit pas être loin de ce prix-là, de 10, parce que ouais, j'ai tout réinvesti, en fait. Tout ce que... C'était long. Après, il y a eu quand même aussi pas mal ouais, de ma poche, tu vois, entre deux, bah, dès que je gagnais un petit peu, tu vois, en plus au début j'avais du chômage, pareil, le chômage, j'achetais du matos avec. En fait, j'ai vraiment essayé de me développer à fond. Et ouais, dès que tu fais de la photo, de la vidéo, ça coûte très vite cher. Ça coûte Ouais, très vite clairement. cher. C'est trop C'est d'activité. un métier qui, c'est compliqué. Même si maintenant tu peux faire des belles photos avec un téléphone ou autre, tant que tu as un bon éclairage, dès que tu veux quand même pousser un petit peu au niveau de la retouche et tout, il te faut du matos et le matos ça coûte cher. Clairement. Et comment enfin, combien te coûte à peu près une prestation pour un client en fonction, on va dire, des packs un peu que tu demandes? Parce que, imaginons que tu me dis que tu prends une semaine pour un projet, même si j'imagine qu'il y a un peu un pack de plusieurs photos, ça coûte, bah, il faut que ça coûte parce que sinon t'es pas rémunéré. Donc, grosso modo, combien, on va dire, tu prends en moyenne pour un projet classique? Ça a été une grosse question au début, c'est comment tarifer. Parce que Bah du coup, ouais, comme il y en avait peu en ouais. France, j'avais pas de base. Donc ça a été très compliqué aujourd'hui. Euh, Pareil, je me disais, est-ce que je fais des packages? Est-ce que je fais un prix à la photo? Est-ce que je facture un taux horaire? Hmm. Euh, Facturer un taux horaire,
je parle dans mon domaine, mais même si je pense personnellement Dans un que métier, c'est dans ouais, plein de domaines, en fait, ça veut dire créatif, que c'est plus tu chaud. prends des compétences, ouais, il y a déjà ça, mais ça veut dire que plus tu prends des compétences, plus tu travailles vite, forcément, parce que plus t'es habitué. C'est comme si demain, un mec qui fait du montage, son premier montage, il va mettre 2 heures à le faire. Au bout Mm. d'1 an, il va peut-être mettre 30 minutes. Ça veut dire que plus t'as des compétences, plus tu travailles vite, moins tu factures. Si tu factures à l'heure. Dans certains domaines, je parle, hein, et encore une fois, selon Ouais, moi. ouais. Donc je me suis dit, photo, et même c'est quelque chose de créatif, tu vois, moi, il y a des fois où je me dis, je vais passer 1 heure sur une photo, j'en passe 6. Parce que la photo, elle rend pas comme je veux, parce que j'arrive pas, parce que c'est un jour où, je sais pas, j'ai pas forcément les idées. Donc je me suis dit, je vais tarifer à la photo. Est-ce que je fais des packages? En fait, je me suis rendu compte que les packages, c'était compliqué aussi, parce que les marques, elles ont toutes des besoins différents. T'en as qui ont un produit qui ont besoin de 10 photos, t'en as qui ont 20 produits qui ont besoin de 100 photos. Très compliqué aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tarif de base à la photo. Pour une photo packshot simple, de base, c'est 34 €. Ok. Maintenant, c'est 39. Entre deux, ça a un peu évolué. J'ai une photo, un packshot de base, c'est 39 € la photo. En fonction de ce que tu veux, tu rajoutes des options. En fait, c'est à la carte. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça permet une flexibilité pour le client en fonction de son nombre de produits, en fonction, pardon, de ses besoins et de son budget aussi. C'est-à-dire, ok, le client, il sait que la photo de base, elle est à 39. Il veut un modèle, c'est tant en plus. Il veut Mm. un décor, c'est tant en plus. Il veut de l'accessoirisation, c'est tant en plus. Un autre format, c'est tant en plus. Et en fait, je vais pas dire qu'il fait ses courses, mais parce que c'est moi à la fin quand même qui fait le devis. Mais déjà, ça permet d'avoir les tarifs transparents en fonction des clients. Moi, en fonction de la complexité du projet, bah, je dis au client, là, le projet va être complexe, donc bah, il y a ça à rajouter aussi. Tu vois, tu as une petite option, par exemple, projet complexe ou quelque chose comme ça que je rajoute en fonction du devis, de la complexité. Et voilà, donc un prix par projet moyen, c'est compliqué parce que chaque projet est différent, tu vois. Mais ça peut te donner une idée. Voilà, un prix de base à la photo, c'est 39 € pour un pack shot blanc. Dès que tu rajoutes du décor et de Décor, ouais. l'accessoirisation, tu doubles facilement le prix à la photo. Ouais, ouais, et tout ça, on va dire, cette photo, c'est compris dans bah, du coup le fait de prendre la photo, post-prod, tout ça, tout compris, Ouais, au résultat moi c'est final. tout compris. T'as des photographes et c'est ce que je dis aux clients. Des fois, il y a des clients qui viennent me voir qui me disent «Oh, c'est cher». Ça, c'est pas arrivé beaucoup, hein, parce que je suis quand même relativement correct au niveau des prix. Je suis dans le milieu. Je suis pas cher, je suis pas Mm. cher, je suis dans le milieu. T'as des clients qui viennent me voir qui me ramènent des devis, d'autres photographes Mhm. qui bossent bien, mais je fais «Ah, mais là, regarde, sur les 20 photos que t'en as 10 retouchées. Donc t'en as 10 autres qui sont pas retouchées. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux?» Si le client il me dit «Oui, bah, let's go, va là-bas, tu vois, c'est moins cher». Et mais voilà, en général, ouais. Moi, c'est tout inclus. Les clients, ils le savent. Et voilà. Ok, ok, top. On va venir un peu, ouais, du coup, à ton côté création de contenu qui t'a permis ben, de forcément obtenir tes clients. Et d'ailleurs, bah, c'était très bien en vrai que tu fais c'est un peu un genre de building public parce que c'est ce qui marche. À l'époque, ça, c'était pas encore aussi développé. Maintenant, on fait un peu tout ça pour partager tout simplement nos domaines d'entrepreneurs ou de sportifs. Mhm. Euh, Déjà, t'as pas l'air d'être trop actif en ce moment sur TikTok. Ouais, Parce que j'ai j'imagine que la délaissé. demande est assez développée et que du coup, tu préfères te focaliser là-dessus. Ouais, ces derniers temps, c'est ça. Là, je crois que j'ai Mhm. pas posté depuis un bon moment. Même sur Insta, en fait, j'ai totalement revu mon feed. Ce qui fait que j'ai posté beaucoup. Mais en vrai, j'ai rien posté de nouveau. J'ai juste revu le feed. euh, Parce que, ouais, j'avais des projets en cours qui nécessitaient. En fait, moi, mon cheminement classique, c'est je crée du contenu. Il y a une prise de contact. Il y a un appel, découverte. Il y a un devis. C'est vraiment le cheminement classique que je fais. Mhm. Il n'y a pas de devis à distance, sans s'être appelé avant, sans avoir échangé et tout. L'humain pour moi c'est hyper important, tu vois. Surtout quand t'es créatif, comprendre la personne qui est en face c'est hyper important. Et du coup il y a un moment en fait j'avais beaucoup d'appels, Ok. j'avais beaucoup de projets. Je pouvais pas jongler entre les appels parce que ça prend du temps et les projets. Du coup j'ai arrêté la création de contenu et ça s'est calmé un peu. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Même si, tu vois, même quand je créais du contenu en vrai, quand j'étais entre guillemets actif, j'étais pas actif comme j'aurais dû l'être. Oui. Tu vois, je poste un TikTok de temps en temps, c'est pas assez. C'est pas assez d'un point de vue extérieur, mais pour moi, c'est assez. Oui, bah, clairement, si Donc, toi, le but, c'est pas de faire non. développer un compte TikTok et juste de partager un peu ta passion, oui, certes, tu partages un peu tes moments, ta passion et comment ça se passe, mais c'est un objectif un peu de client.
de faire découvrir ton expertise et qu'après ça plaise aux gens et que du coup ils te contactent, oui, clairement, Ouais. c'est très bien que tu fait comme ça. Hein. Mais tu vois, Y quand a même, pas cette de... année, en 2025, j'ai quand même l'objectif d'être plus présent sur les réseaux. Ok. Et même pour partager, ouais, pour partager ce que je fais. Tu vois, il y a un gars, pendant le Covid, qui faisait de la vidéo produit. Et ce mec, il s'inspirait énormément sur son type de vidéo d'un Américain, que moi je suis aussi. Donc en fait, sur ces vidéos, la façon de faire, et en fait, c'était pas du copier-coller, mais presque. Après, c'est normal, tu vois, quand tu débutes, tu vas un peu essayer de refaire ce que les Mm. autres personnes fortes dans ton domaine, ils vont faire. Et moi, je me suis dit, moi, à cette époque-là, tu vois, j'avais peur de me lancer, j'avais pas trop envie de me montrer sur les réseaux, montrer ce que je fais, etc. Et ce mec-là, en fait, juste, il s'est lancé. Et aujourd'hui, je crois, il a 200-300 000 abonnés. Et je me suis dit, bah, en fait, ce mec, juste, il a charbonné les vidéos. Et moi, en fait, j'aurais pu faire exactement son contenu et faire ça. Et ce qui est bien, c'est que même si tu refuses les projets, aux yeux des gens, hein, malheureusement, c'est comme ça, quand t'as un certain nombre d'abonnés, quand t'es actif et quand t'as une communauté, t'es crédible. Tu vois, si moi, demain, je te dis une connerie, j'ai 500 000, 1 million d'abonnés en tant que photographe produit, beaucoup, tu vois, pour vraiment exagérer, quand on va penser photographe produit, on va penser à moi. Et du coup, tu deviens un peu une référence dans ton domaine. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment essayer de focus la création de contenu. Déjà, je trouve ça intéressant parce que, et même, tu vois, dans ce que je montre sur TikTok, là, quand je regarde les TikTok que j'ai postés, je montre rien de ce que je sais faire par rapport à ce Ouais. que je fais pour des clients. Je montre rien. Alors que le processus créatif, ce que j'arrive à faire en résultat final, par rapport à ce que je montre sur les réseaux, c'est l'opposé, tu vois. En vrai, il y a des choses que je devrais montrer, tu vois. Des Ok. résultats, des photos des très belles photos que je fais. Et même, tu vois, des transformations entre guillemets de marques. Tu vois, t'as des marques qui viennent, qui ont des photos un peu bancales parce qu'elles les ont fait eux-mêmes, etc. Et normal, tu vois, c'est Mm. pas aussi qualitatif qu'un pro. Et tu vois le site avant et tu vois le site après. Ça a transformé la marque. Et tu vois, c'est des choses comme ça que je trouve importantes à partager et que je vais partager également sur les réseaux. Et pareil, j'ai envie de développer aussi le coaching. Enfin, le coaching. Le one-to-one un L'accompagnement, peu. ouais. Parce Mm. que, ouais, c'est quelque chose qui, chaque jour, je reçois des DM. Ouais, comment t'as fait pour faire ci? J'arrive pas à faire ça. Ça peut être des questions, par exemple, pour trouver ses premiers clients. Ou ça peut être des questions même purement techniques. Mm. Et on me demande, honnêtement, on m'a demandé, je sais pas comment il faut une formation, j'ai pas envie de faire quelque chose comme ça, parce que déjà ça prend du temps, j'ai pas forcément le temps de faire ça non plus. Et je trouve ça plus intéressant de faire du one-to-one, parce que, bah, au moins, t'es face au mec, ou à la personne, tu réponds directement à ses questions. Et moi, tu vois, à l'époque, je sais que, tu vois, j'avais pas de photographe produit, je galérais, je regardais plein de vidéos en anglais et tout, et j'avais des questions où je trouvais pas de réponse, et bah, où j'ai dû essayer des trucs pendant des semaines, bah, pour Mm. arriver, par exemple, à faire une retouche, à regarder des tutos en anglais pour faire cette retouche, à pas trouver forcément les mots-clés à taper, que là, je me dis, le mec, il vient, il a des deux, trois questions techniques, au lieu de galérer pendant des semaines à chercher des vidéos en anglais ou quoi, il me demande à moi je lui dis, ok, viens, on fait un partage d'écran, regarde, tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, en 1 heure de temps, bah t'as gagné énormément de trucs, tu vois. Donc c'est une partie aussi que je veux développer parce que j'ai une demande et parce que je trouve ça plus intéressant de faire du one-to-one en particulier. Tu vois, je pense que j'ai une petite expérience à partager dans ce milieu-là, donc Clairement. Hein. autant en faire profiter, tu vois, comme je te l'ai dit, comme je fais intervenant aussi auprès d'étudiants, let's go, tu vois, autant partager aussi en ligne. Ok. Non, mais ouais, en vrai, t'as très bien raison. Et c'est vrai que. Ouais, je pense que c'est un bon cercle vertueux pour toi parce que tu développes les réseaux, ça te fait des clients, potentiellement des prestataires qui veulent un peu faire comme toi. Et je pense que la demande est assez énorme pour que d'autres personnes puissent quand même avoir leurs clients sans que ça soit en mode des Hmm, concurrents directs. bien Et toi, sûr, bah, hein. si tu peux leur apporter un peu cet accompagnement en one-to-one, ça te fait une source de revenus supplémentaire qui est différente. Tu as toujours un peu le côté pédagogique que tu peux Hmm, retransmettre à l'école. Et ouais. ça te fait clairement un cercle vertueux et que vraiment ça soit positif pour toi. Et franchement, oui, en vrai, t'as raison de passer par là. Et juste, sans rentrer dans les chiffres, mais tu financièrement et tout, genre en mode, je pense que t'es bien. Et est-ce que peut-être le fait de développer ces accès-là pour l'année prochaine, ces axes, est-ce que c'est dans un objectif peut-être de plus, on va dire pas automatiser ton business, mais que genre en mode ça te rapporte plus, mais sans que tu prennes trop de temps, ou genre en mode tu kiffes ce que tu fais, tu t'en fous un peu des heures que tu fais Franchement, moi je kiffe, hein.
Ouais. C'est plus, honnêtement, c'est plus ça. Et tu vois, au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, je comprends pas les gens qui sont dans un domaine, par exemple, on prend l'exemple de la photo, et qui vont accompagner d'autres photographes pour faire comme eux. Je me disais, mais ils sont bêtes, tu vois. Et même, je me disais pareil, montrer les coulisses d'une photo. Bah, les marques, elles vont faire directement leurs photos eux-mêmes, Ouais, ou ouais. alors il y a d'autres photos. Et en fait, non, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y a un moment, quand j'étais, enfin, avant, quand je me suis lancé, dès qu'il y avait des concurrents, je me mangeais la tête parce que je me suis dit, putain, ils vont me prendre le peu de clients que j'ai, ça va être compliqué, mais il y a à manger pour tout le monde, tu vois, entre guillemets, pour parler un peu, Non, mais clairement. pour parler réellement. Et moi, demain, je sais que même si, en faisant du one-to-one et en donnant des conseils, et ben, moi, les projets que je peux pas prendre, bah, prends-les, tu vois. Si la marque, elle te contacte, c'est que t'as fait du bon boulot. Je vais pas t'apprendre non plus à monter une communauté de A à Z. Il y a des choses que tu vas apprendre avec l'expérience, etc. Autant partager. Moi, je suis vraiment beaucoup dans le partage. C'est Ça a juste l'air, ça, ouais. tu vois. J'aime parler, j'aime échanger. Et si je peux aider quelqu'un qui a envie de se lancer, euh, mais qui a des freins, entre guillemets, ou alors qui a des questions, autant que je t'aide, tu vois. Je vais répondre à tes questions. Si ça peut te permettre de te lancer, de développer ta passion ou quoi, bah, go. Moi, j'aurais bien aimé que il y ait quelqu'un qui me file des petites astuces et pas galérer à chercher sur des forums en anglais ou je ne sais où pour trouver comment faire telle ou telle chose. Donc autant, non, c'est vraiment du partage à fond. Franchement, Ouais, c'est du non mais partage. clairement t'as raison, c'est la bonne approche et puis même imaginons que tu veux lancer une formation, ça peut être un truc vraiment débutant, avancé, expert et t'es dispo une fois par semaine, je dis une connerie sur un live et puis Mm. ça peut quand même faire ça. Après oui c'est vrai que si tu préfères le one-to-one, à un moment donné peut-être que tu vas le structurer, tu vas avoir un peu des patterns de questions et là peut-être que tu vas pouvoir vendre un bébé package à la con sur tel ou tel système de post-prod ou comment Peut-être, ouais. filmer et puis voilà quoi. Mais une fois que tu as Après, une ouais. bonne demande et que ça Mm. te fait plaisir et que t'as pas un peu ce côté j'ai pas envie de finir formateur comme la plupart quoi. En fait, c'est ça. Et j'ai vraiment pas envie de. Ouais, je comprends. On m'a demandé, j'y ai pensé, parce que quand t'as 10 personnes qui te demandent une formation, tu sais combien ça coûte une formation à acheter, surtout Tu dans un sais que ça domaine peut te créatif. payer ton appareil photo quoi. Tu sais que, ouais, tu vois, une formation, il y en a des Américains qui vendent des formations photo, c'est 900 et quelques balles, bref, pour pas dire 1 000 euros. Ouais. Bah, t'as 10 personnes qui payent 1000 balles, tu commences à réfléchir. Mais, déjà, ça prend du temps et, je sais pas, moi, mon taf, je suis photographe. Je suis photographe vidéaste. À côté, si je peux filer un coup de main à des photographes qui veulent se lancer, ok. Si demain, la photo produit, ça marche plus, que j'ai plus de clients, ou que j'arrive pas à développer, bah ouais, si j'ai rien, là je vais essayer de développer ça autrement, tu vois, pour Ouais, tu vas peut-être former les compenser. gens à la Mais photographie peut-être plus classique en fonction des moi demandes. je suis photographe produit, j'accompagne des marques, et à côté, si je peux accompagner des gars qui ont envie de se lancer, ou je dis des gars, mais des filles, hein, n'importe qui, let's go, tu vois, autant le faire. Mais ouais, j'ai pas envie de tomber en fait dans le cliché un peu du formateur, tu vois, du gars, il est là. Même si c'est bien, hein, attention, hein, je dis pas Hmm. que les formations elles sont pas quali et que t'apprends pas plein de choses, c'est au contraire. Mais moi, mon taf, c'est je suis photographe, tu vois. J'ai pas envie Ouais, de. Pour l'instant. Faut tu jamais vois, c'est dire comme. jamais, mais. Ouais, ouais, mais c'est comme par exemple Yumi Denzel, tu vois. On te dit que c'est un arnaqueur, que le mec il a jamais fait ce qu'il a fait et tout, alors que c'est peut-être l'un des. Enfin, c'est pas l'un des seuls, mais c'est le mec en France, je trouve, il est arrivé, il a montré que voilà, il a fait tel chiffre, tu peux pas les chier, les chiffres, ils sont là, il a fait 1 million en 24 heures, des choses comme ça. Il Mais s'est oui. lancé dans la formation, peut-être parce qu'il a vu un bébé plafond de verre ou que peut-être que ça l'a saoulé en fait de faire du drop, et il voulait partager ses connaissances, mais après le problème c'est qu'il est caractérisé comme un formateur et plus comme d'abord entre guillemets, un businessman. Et toi, Ouais. c'est sûr que c'est pas tu peux rentrer vite fait là-dedans, mais si tu développes à fond la formation, ben, tu vas plus pouvoir prendre de clients parce que ben, le temps il n'est pas limité, c'est 24 heures x 7. Mm. Et du coup, après, oui, tu vas être caractérisé comme un formateur et plus comme un créateur à proprement parler au niveau de la photographie. Donc, Ouais, tu peux comme développer Yumi. cet axe. Mm. Ouais, voilà. Alors que de base, le mec, il était très bon. Peut-être qu'il est Ouais, arrivé au bon moment. Il y a un timing, hein, comme tu dis, il y a un timing. je Hein. pense, ouais. Quand tu as le timing, si tu as un minimum de, pas de courage, mais d'envie de progresser, ben oui, faut le saisir, le timing. Hein. Franchement, le momentum, moi, j'y crois à fond. Hein. Faut pas le. Ouais, je pense aussi. Et moi, je l'ai vu, tu vois, à un moment, enfin, j'y croyais pas forcément. Mais si, tu vois, il y a une histoire de timing. Et, euh, et ouais, je l'ai vu. Franchement, je l'ai vu, ouais. Hmm. Non, mais clairement. Pour finir un peu, on va dire, cet épisode, je voulais le Mm. mettre dans l'épisode, mais on en parle plutôt vers la fin. C'était un peu, on va dire, ton voyage de Dubaï, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le voyage que tu as partagé.
Et je pense qu'il t'a amené certains déclics. Donc, si tu peux un peu en parler, à quelle partie de ton business en termes de step tu t'es dit je vais aller à Dubaï? Pour quelles raisons? Est-ce que c'était juste pour passer des vacances et un peu peut-être faire du réseautage, hein, tout simplement? Ouais, en fait, j'y suis allé purement en perso. J'entendais tout et rien sur Cool. Dubaï. Je me suis dit, j'avais des a priori aussi. C'était quand? 2021, 2022? Ouais, ouais, 2021, 2020, 2022, 2022. Ok, ouais. J'avais des a priori et tout. Je me suis dit, je vais aller voir de moi-même ce qui s'y passe. J'avais des clients aussi là-bas en e-commerce. Mm. J'avais 2 clients là-bas. C'était au tout début, hein. C'était vraiment 2 petits clients là-bas. Enfin, 2 clients, 2 petits clients. Il y avait une cliente c'est une influenceuse qui était là-bas et du coup, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour aller les voir et voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et en fait, ma cliente qui habite là-bas, elle me disait, il y a une grosse communauté e-commerce à Dubaï. Crypto T'en parles maintenant, pas. mais une grosse commu e-commerce. Je me suis dit, bah écoute, j'ai jamais voyagé vraiment seul de ma vie. Euh, du coup, bah là, j'ai quand même pris un pote avec moi. Et on est parti là-bas, tu vois. Et en fait, Dubaï, il y en a plein qui vont pour forcément le côté fiscalité, etc. Il y en a plein qui disent oui, Dubaï, c'est très extravagant et tout. Mm. Moi, j'avais ces clichés-là. Et pour moi, c'est moins extravagant et très m'as-tu vu que Ok. des villes, par exemple, comme Cannes ou des choses comme ça. Tu vois, j'aime beaucoup le sud-est, Ok. tout ce qui est Côte d'Azur, etc. En France, tu vois, j'aime beaucoup Cannes. Mais tu vois, j'ai trouvé Dubaï, dans l'apparence forcément, hein, t'as l'impression que t'es à New York. Ouais, mais Mais c'est dans la futuriste, mentalité mais des ouais. gens, dans la mentalité des gens, en fait, comme il y a de l'argent partout, les gens, en fait, ils sont naturels. Je sais pas, tu vois, j'avais des a priori et ça m'a vraiment étonné. Mais voilà, j'y allais vraiment pour voir un petit peu comment c'était et pour passer des vacances. Et ouais, en fait, t'as une grosse communauté e-commerce. Et en fait, en discutant avec des gens, en échangeant, quand tu vas dans un autre pays, surtout qui aime le business, bah, comme Dubaï, hein, t'as plein d'entrepreneurs là-bas, forcément. En échangeant, en fait, les choses que tu as en tête, par exemple, si moi je me suis dit, putain, est-ce que la photo e-commerce c'est vraiment le bon truc? Quand tu parles avec des gars là-bas, eh ben ouais, tu vois, tu te dis, ok, t'as un retour de gars qui sont sur le terrain, qui ont des grandes marques, qui font certaines choses et qui disent, ouais, il y a un truc à faire là-dedans. Enfin, qui te confirment un peu ce que tu as en tête. Donc j'y suis vraiment allé en mode vacances, Mm. pas du tout pour faire quoi que ce soit là-bas, mais voilà, en mode vacances, échanger, voir comment c'était ailleurs dans un pays où il y a plein d'entrepreneurs. Mais voilà, après, j'aurais pu faire la même, par exemple, tu parles aux États-Unis, t'as plein d'entrepreneurs aux États-Unis, mais c'est grand, c'est plus compliqué. Dubaï, c'est petit. Tu sais que tout est concentré dans un seul et même endroit. Mm. C'est plus simple. Et pour avoir, oui, des clients qui sont là-bas, tu fais du réseau et tout. Enfin, mes clients me disaient, ouais, tu fais du réseau, t'as beaucoup d'entrepreneurs. Par contre, tu vois, les clients que j'avais, ils avaient mon âge. Ils se sont barrés, tu vois, tu passes pas ta vie là-bas. Ok, C'est ouais. différent. Mais ouais, je suis vraiment allé en mode perso, vacances. Mais avec ce petit côté business en tête, où bah, prendre la température un peu de ce qui se faisait ailleurs et voir si vraiment c'était une bonne idée que j'avais ou autre, quoi. Ouais, mais clairement. Et du coup, en vrai, t'as pu peut-être avoir des clients vite fait là-bas par les biais de discussion ou même pas. Franchement, même pas, hein. C'était vraiment. Je suis pas allé là-bas en mode. Non, mais je sais que t'avais pas l'envie Ouais, de. C'est vraiment plus décompressé. Après, t'as un peu des discussions qui allaient se perdre, mais c'est toujours bénéfique. ouais, c'est ça, Mais ouais. ouais. J'ai pas forcément. Non, j'ai pas eu de clients directement là-bas. J'ai vu les clients que j'avais actuellement Mm. directement là-bas qui étaient déjà eux sur place. Mais non, j'y suis vraiment allé en mode vacances, voir comment c'était ailleurs. Puis ça te change un peu ton état d'esprit, tu vois, quand t'es dans une ville où t'as plein d'entrepreneurs, où que tu vois, c'est cliché, hein, mais la réussite, extérieurement, elle se traduit par ça quand tu vois des Ouais. belles voitures, quand tu vois des belles maisons, quand tu vois plein de choses, tu te dis, ok, bah t'as plein d'entrepreneurs, en fait, qui arrivent à réussir, ça te met un petit coup de boost, en fait. Oui, 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 non, mais clairement, Même oui. si l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, ça se résume pas à du matériel du tout, mais ouais, je sais pas, tu te dis, bah, il y a peut-être un truc à faire et tout. En fait, ça te met un petit coup de boost à ce niveau-là. Et le coup de boost, ça peut être en regardant une vidéo, tu peux l'avoir de plein de manières, hein. Mais ouais, pas forcément de clients là-bas, mais plus vacances et voir ce qui se faisait ailleurs, en fait, c'est important. Je trouve ça important. Ok. Et du coup, en vrai, finalement, Dubaï, enfin, bon avis post, post a priori, Franch- quoi. Franchement, ouais, j'avais des clichés un peu sur
enfin des clichés, des a priori, on va dire, hein. Oui, normal. Mais non, franchement, je trouve ça moins bling. C'est bling bling parce que forcément c'est Oui, petit et t'as beaucoup de grosses voitures, des choses comme ça. Mais au niveau de la mentalité, c'est une très bonne mentalité. C'est sécurisé à fond, ça on me l'avait déjà dit, hein. On m'avait dit, par contre, si tu fais un truc de travers, c'est finito. ah oui, tu finis en Mais prison, passeport, ah je sais ouais, pas quoi là. tu fais un truc de travers, c'est finito. Mais par contre, il est 2 heures du matin, tu vois des femmes qui se baladent, y a personne qui va faire quelque chose, tu laisses ton portefeuille là, y a Ouais, personne qui va c'est. rien faire. Et pour la petite anecdote, moi je suis revenu je suis resté 2 semaines là-bas, c'est pas beaucoup, hein. Je suis revenu en France. Le soir même, je sors avec des amis au centre-ville. Pourtant, tu vois, je suis un homme, y a pas de souci. À ce niveau-là, tu vois, C'est vite ramener à j'- la réalité, quoi. ouais. Et en fait, tu vois, je me balade dans la rue et je sais pas, je sens l'atmosphère, elle est bizarre, tu Ouais, elle est vois. Et tendue, quoi. parce qu'en fait, là-bas, tu sais, c'est tellement sécure Ouais. que quand tu reviens en France, alors que tu te balades centre-ville, il est 23 heures, mais comme t'as du bruit, je sais pas, t'as plein de choses, tu regardes un peu à gauche à droite, tu te dis, t'es un peu sur le qui-vive, tu vois. Et Non, ouais, je vois. c'est différent. Après, voilà, j'irai pas. Moi, j'irai pas vivre là-bas ou quoi, c'est différent en fait. Ouais, puis bon, en vrai, on a un bon climat français, tu vois. C'est juste qu'il y a des choses qui couaquent, mais Bien voilà, sûr, je ouais. pense que ça ira, quoi. Ouais. Donc ouais. Bah, en vrai, ouais, petite. Bah, on va faire un peu une bébé rétrospective rapidement, on va dire 2024. C'est un peu, bah voilà, qu'est-ce que tu as retenu de cette année par rapport, on va dire, à toi, ton business, tes réussites de cette année, peut-être un projet qui t'ont fait passer un step mentalement, pas forcément financier ou professionnel. Qu'est-ce que tu as retenu de Euh, cette année? Ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris de mon jeune âge à 26 ans, c'est que dès que t'as une idée, c'est une rétrospective même plus générale là, je pense, hein. Quand t'es quelqu'un que t'as une idée, faut pas attendre, et ça a été mon erreur, faut pas attendre que tout soit prêt pour lancer ton idée. Et tu vois, j'avais vu une conférence d'Eric, c'est bateau, hein. Franchement, c'est bateau de Ah non, ouf mais ce je que je dis, mais comprends. Moi, c'est je la suis plus vérité. en mode comme ça. J'ai moins ce côté peut-être pousser l'idée, tu vois. Mais maintenant, quand j'ai une idée, oh merde, tant pis, Mais c'est ça. y a rien qui va. C'est peut-être pas aussi qualitatif que si j'avais peut-être attendu un petit peu, peaufiné et tout. Mais je suis pas le profil très créatif et Mais oui. perfectionniste, moi. Je suis plus un peu le fonceur, on va dire. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et j'avais vu une conférence, j'ai été à une conférence d'Éric Larchevêque, le mec de Qui veut être mon associé, et le gars qui a fondé Ledger. Ah, tu y étais en physique, en physique? Ouais, il est Oh, passé dans stylé, ma ouais. ville et j'y suis allé en physique, c'était gratuit en plus, donc Bah ouais, incroyable. magnifique, hein. Et il disait, une idée, elle vaut rien tant que tu l'as pas appliquée. Et en fait, il Mm. a totalement raison, parce que, regarde, toi demain, si t'aurais attendu d'avoir un micro de ouf, d'avoir un éclairage de ouf, d'avoir un décor, est-ce que t'aurais lancé ton podcast il y a quelque temps? Non, en fait. Et ça se trouve, t'aurais acheté tout ça et ton podcast, il aurait flop. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc en Ah fait, ouais, clairement. c'est pour ça que, ouais, je pense, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, de cette année et même des années précédentes, c'est quand t'as une idée, lance-la. Si t'attends que tout soit prêt, déjà, tu vas jamais la lancer. Rien n'est parfait. Et moi, tu vois, pour revenir rapidement, il y a eu des moments où j'avais 0 client, où je me concentrais 8 heures par jour pendant des semaines, pour pas dire un mois complet, à faire un site web parfait, pour qu'au final, en fait, je sois pas dans la bonne niche parce que je faisais pas encore de photos et de vidéos produits, pour qu'au final, je perde du temps, je perde de l'argent avec un site et que j'ai 0 client. Que là, photo, machin, enfin, de la photo produit, j'ai lancé. Et bah là, ok, là, je vais faire un site, je vais faire quelque chose un petit peu carré, mais encore une fois cliché, la loi de Pareto, 80% de tes actions, ça te rapporte 20% de tes actions, te rapporte 80% de résultats. Et c'est cliché de ouf, mais il y a rien de plus vrai. Donc c'est ce que je retiens, c'est dès que tu as une idée, faut la lancer, faut pas attendre que tout soit prêt. Et il faut se concentrer vraiment sur les choses essentielles et pas sur les petites actions qui te rapportent rien en vrai. Un site, enfin, moi dans mon cas, un site, ça m'a rien rapporté. Il faut juste un portfolio classique, mais voilà. Se lancer et pas trop réfléchir. Ok. Non, mais C'est le bilan. je partage ça, surtout la loi de Pareto, je la promulgue à maintes et maintes reprises parce qu'en fait, c'est ce qui définit notre vie, tu vois. Genre, tu peux travailler 80% de ta semaine, tu as besoin de 20% pour décompresser. Pareil pour le sport, la diète, tu la tiens 80% du temps, tu peux, un peu, entre guillemets, un peu déconner 20%, ça va Ouais. pas rattraper 80% d'efforts, tu vois. Donc non, franchement, ça représente bien clairement, on va dire, notre quotidien, la loi de Pareto. Donc après, il faut l'appliquer Ouais. pour justement que ces 80 finissent par des 20 pour 80 de résultats. C'est ça. Mais à un moment, Donc, enfin, moi au début, je trouvais ça cliché, tu vois. Et je regardais des non, vidéos d'entrepreneurs. moi Ah ouais? j'ai capté direct, j'ai dit, mais putain, en vrai, c'est tellement pas con, genre cette loi Moi, j'ai de capté Pareto. après, ouais, je l'ai Bah, capté moi, la loi tard. de Pareto, pour moi, un truc tout con, la loi Pareto, à quelques heures près, une semaine, on te fait travailler 5 jours sur 7.
c'est du Pareto, c'est 5 sur 7. Ouais, On est à peu près sur c'est 2 vrai. unités de décalage, donc 20% de décalage. Et que si un jour tu vas arrêter de travailler toute une semaine, bah, en fait, il faut que tu travailles tous les week-ends, en plus de ta semaine. Donc en fait, tu Ah es ouais? plus ou moins à 100%, pour ensuite peut-être te dégager 80% du temps. Et finalement, et après, comme par hasard, ce 80% du temps bah, devient 20% du temps. Et après, tu te ramènes au concept de la semaine de 4 heures, un peu tiré par les cheveux, mais on est sur le même principe. Ouais, ouais. Travailler moins pour gagner plus. Et en fait, c'est l'inverse de la loi de C'est vrai. Pareto. Ouais, Une c'est fois vrai qu'il que ouais. T'as ça quand qui il se met avait créé partout. quand il avait créé Ouais. ça et tout, le mec, j'étais en mode, bah, je sais pas, moi, en vrai, c'est totalement logique, mais ça va pas dire non plus que ça va te faire passer à l'action, tu vois. Encore une fois, c'est bien d'avoir les connaissances, maintenant, il faut un petit peu push, on va dire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. J'ai ma petite question pour les invités concernant un peu le podcast. Donc en fait, je la pose à chaque fois à la fin. Vu que le podcast s'appelle Équilibre et Performance, en gros, j'ai une question et tu as le droit à une seule réponse, plus ou moins. C'est dans ton parcours du coup de photographe produit, etc. Est-ce que c'est l'équilibre que tu avais au quotidien? Donc bah, justement, tu avais, enfin, pas forcément financièrement, t'étais bien, mais genre, est-ce que c'était un équilibre qui t'a amené à te dire, je vais aller chercher plus dans ma vie? Ou c'est, t'avais un équilibre, enfin, t'avais totalement une vie un peu déséquilibrée, tu savais pas où aller, t'avais des difficultés un peu de partout, financières, temporelles, etc., moralement, et du coup, t'avais juste besoin de la performance, d'aller chercher vraiment quelque chose de fort, de pusher, pour après t'amener un équilibre et avoir une vie, bah, du coup, épanouie, quoi. Ah, Où c'est tu une te très sens, bonne question. où tu te Faut que sens je réponde encore, soit par équilibre, soit par performance, c'est ça? ouais, soit en fait, soit t'as eu un équilibre dans ta vie qui t'a permis d'aller pousser plus, ou soit t'étais complètement dans une vie Ok. un peu chaotique et t'avais besoin juste de la performance pour ensuite trouver un équilibre et être entre guillemets bah oui forcément épanoui à l'heure actuelle. Je vais dire performance. Ouais. Je vais C'est pas ce que dire que j'avais je me disais dans ton une cas. vie chaotique du tout. Oui, Parce que le plus important, tu sais, ça reste pour moi l'entourage, la clairement. santé, etc. Mais non, il me fallait, ouais, performance. Bah oui, parce Performance. que sinon j'imagine que si t'étais pas allé chercher plus, t'aurais dû aller chercher un job quoi, tout simplement. À un moment donné, Ouais, on peut pas. puis il y a des choses dans ma vie, même en perso, qui ont fait que non, Fallait que fallait t'envoies que je quoi. réussisse, tu vois. Enfin, que je réussisse, j'ai rien réussi, mais il fallait au moins, tu vois, que j'arrive à faire quelque chose de ma vie. Qui te plaise. Euh, ouais, tout simplement. Qui me plaise et que moi, ce que j'avais vraiment pas envie, c'était par rapport à mon profil, c'était, ouais, je voulais avoir une certaine liberté, en fait, voilà. Tu vois, si j'ai envie de prendre un jour off, de pouvoir prendre un jour off et de me reposer si j'ai besoin de me reposer. Hmm. Voilà. Donc, ouais, Sinon performance, la liberté de bosser autant que tu veux, tant que ça te plaît quoi. ouais, c'est ça, c'était plus le côté liberté, donc c'est pour ça que je veux dire performance pour cette question. Ça marche. Bah écoute, je te remercie pour ton temps. C'était vraiment un épisode très cool. J'en ai beaucoup appris, on va dire, sur la création, on va dire, de photoproduits. Où on peut te retrouver, Et ben, grosso vous pouvez me modo. retrouver sur Insta, IlanBRM, ILHNBRM, et sur TikTok exactement pareil. J'ai vraiment partagé du behind the scene, des choses comme ça, des making-of un peu de shooting, de marques que j'accompagne, des créas de contenu que je fais pour des marques même en perso, parce que j'ai des marques aujourd'hui bah, comme Garantia, des marques de cosmétiques assez connues, qui me contactent bah, pour faire de la création de contenu moi Hmm. directement pour leur marque. Comme si voilà, je montre un peu les coulisses d'un shooting photo. Donc je montre, voilà, je partage un petit peu tout sur Instagram, TikTok. Donc voilà, tout est là-bas. Ok, top. Bah ouais, de toute façon, allez sur l'équipe parce que je pense que ça, il va reprendre bien un minimum le Oui, TikTok ça y est. et du coup, ça va être stylé parce que vraiment, les trucs comme ça, un peu backstage, c'est beau de voir le résultat, mais des fois, c'est hyper stylé. Et puis vraiment, comme je l'ai dit, des fois, tu dois faire un truc dans l'eau, bah, en fait, t'as juste un bébé aquarium et on a l'impression qu'on a jeté l'énorme bouteille ou quoi que ce soit dans une piscine alors que pas du tout. Mm. Ouais, exactement. Ça fait Donc vraiment je des rendus partage tout super ça. stylés. Ouais, c'est ça. Ok, bon ben voilà, bah écoutez, merci l'équipe. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, on va dire, à laisser un j'aime et un commentaire. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Apple Podcast ou Spotify, une review de 5 étoiles est la bienvenue pour soutenir le projet. Et puis bah, je te remercie Ilan pour ton temps et puis je vous dis à la prochaine équipe. Salut, merci à toi.
C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant Équilibre et Performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.